J'ai été envoyé avec d'autres étudiants en magie dans le royaume des démons pour renforcer les barrières magiques entre les royaumes. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, tout le monde a eu si peur qu'ils ont fui et abandonné la mission. J'étais le seul à ne pas m'être enfui. J'étais seul pour faire tout le travail, et à cause de ça, je ne pouvais même pas dormir pendant des jours. C'est quand j'ai atteint ma limite que j'ai décidé que je devais créer un moyen de maintenir les barrières automatiquement. J'ai commencé à vivre dans la forêt près du site. Je chassais pour survivre et rester en vie quand des créatures de haut rang essayaient de faire de moi leur repas. Après 3 ans, j'avais déjà 9 ans et j'étais capable de maîtriser la magie des barrières à un niveau incroyable. Je pouvais créer des boucliers et même former une barrière autour du monstre pour le piéger. À 12 ans, je vivais toujours dans la forêt et faisais mon travail de maintien de la barrière dans le royaume démoniaque. Les créatures colossales et terribles n'étaient plus assez fortes pour m'attaquer. À l'âge de 15 ans, je pouvais créer des barrières et les déplacer librement. Maintenant, j'avais une nouvelle façon d'attaquer. Je me souviens avoir pensé, la viande de dragon est incroyablement délicieuse. Est-ce qu'un autre humain a déjà goûté ça? C'est ainsi que je suis devenu le plus grand spécialiste de la magie défensive. J'étais capable de créer des barrières et de marcher dessus. J'ai vécu dans cette forêt, protégeant les barrières, pendant plus de 30 ans. Je devais accomplir ma mission. Notre histoire commence donc véritablement maintenant. Quand un héros se fait battre par le roi démon, les humains invoquent son mage. Les mages créent des barrières contre le royaume des démons pendant que les héros le combattent. Année après année, des équipes de héros tentent de vaincre le démon et perdent toujours. 30 ans passent, et nous voyons un mage des barrières de 39 ans nommé Blake. Un jour, il quitte sa maison pour vérifier l'état de la barrière et des monstres, et remarque que les démons sont sur le point d'envahir et que la barrière s'est affaiblie. Accomplissant sa tâche, il renforce la barrière et repousse les viles créatures. Il remarque que la barrière est moins efficace, et que la quantité de magie nécessaire pour la maintenir a augmenté. Alors il prie pour que la nouvelle équipe de héros vainque bientôt le roi démon. Pendant ce temps, les héros donnent tout ce qu'ils ont dans la bataille contre le roi démon. Une héroïne utilise son épée et porte un coup puissant, blessant mortellement le roi démon et l'éliminant une bonne fois pour toutes. Elle célèbre et dit à tous les héros de pousser un cri de victoire. Blake remarque que les héros ont vaincu les démons et est choqué. Quand le miasme disparaît enfin, il réalise que le roi démon a été vaincu. Après 30 ans, le miasme et les monstres ont disparu, et le monde sera désormais en paix. Il s'attend à une récompense pour avoir passé 30 ans à maintenir la barrière pour protéger ceux à l'intérieur. Un mois passe, et un chevalier se présente en disant qu'on n'a plus besoin de lui. Il prétend que Blake a gaspillé des fonds publics pour une barrière inutile et le traite d'imposteur. Blake essaie de se justifier en disant qu'il a maintenu la barrière pour empêcher le miasme et les monstres d'entrer. Les chevaliers continuent de le rabaisser et le chassent de sa cabane, disant qu'elle appartient au royaume. Après 30 ans de dur labeur, le mage des barrières n'aurait jamais imaginé que les choses se termineraient ainsi. Il n'a d'autre choix que de retourner dans sa ville natale et de passer par une guilde d'aventuriers. Là, il reçoit une récompense minimale pour toutes ces années de dur labeur. La femme qui gère l'endroit dit que c'est un mage des barrières prétentieux et qu'il ne mérite pas plus que ça. Notre protagoniste est triste de recevoir si peu, même après avoir travaillé si dur toute sa vie. Cela le pousse à se demander si sa barrière est vraiment si inutile. Le lendemain, il n'a pas d'autres options d'emploi et doit couvrir ses frais de subsistance, alors il demande un travail au maître de la guilde. La vieille femme dit qu'il n'y a pas de travail pour les gens comme lui, car ce genre de mage est inutile. Les autres aventuriers se moquent de lui, disant qu'il ne trouvera même pas de boulot minable. Ils se mettent à lui rire au nez parce qu'il est un mage des barrières désormais inutile, jusqu'à ce que des chevaliers royaux entrent dans l'établissement à la recherche du mage nommé Blake. Notre protagoniste se présente comme le mage des barrières, et les chevaliers royaux lui demandent de les accompagner à la capitale royale sur ordre de l'héroïne. Les aventuriers qui se moquaient de lui sont choqués de le voir convoqué par l'héroïne. Il s'excuse pour la hâte, et les chevaliers royaux partent rapidement dans le carrosse en direction de la capitale. Pendant ce temps, les aventuriers de la guilde envisagent de s'excuser, craignant d'être punis. Notre protagoniste n'est pas habitué à ce genre de confort dans un carrosse. En pensant à sa convocation par l'héroïne, il se souvient l'avoir aidée une fois, et se demande si elle se souvient de lui, du jour où il lui a sauvé la vie. Il arrive enfin à Andria, la capitale royale de Nisten. Remarquant que la ville est immense, il n'a jamais vu autant de gens rassemblés en un seul endroit. Dès qu'il entre dans le château royal, il se sent déplacé car c'est si luxueux. Alice, l'héroïne de 18 ans, est folle de joie au moment où elle voit Blake. La jeune fille lui demande s'il se souvient du jour où il l'a aidé sur le front contre les démons. Elle est vraiment heureuse qu'il se souvienne de ce jour où il l'a aidé. Puis elle le remercie de lui avoir sauvé la vie ce jour-là, car elle était loin de ses coéquipiers. Blake est embarrassé et ne sait pas comment réagir aux compliments. Alice dit que les autres héros veulent aussi le voir, mais qu'ils n'ont pas pu venir car ils étaient occupés. Puis elle lui demande ce qu'il compte faire maintenant qu'il doit être très demandé pour son travail sur la barrière. Notre héros prétend qu'il n'a pas encore décidé, mais en vérité, il est au chômage. Alice suggère qu'il devrait rejoindre les mages royaux. Gunther, le vice-capitaine des mages royaux, dit qu'ils sont des mages d'élite et que les mages des barrières ne sont pas autorisés à entrer. Agacée, l'héroïne dit que grâce aux mages des barrières, les monstres et le miasme ont été contenus. Gunther lui dit de ne pas exagérer, car les monstres avaient peur des mages royaux. C'est pourquoi ils n'ont pas envahi.
Il prétend que la barrière n'a le pouvoir que de bloquer le miasme et qu'il aurait pu s'en occuper de toute façon. Cela amène Blake à conclure que les mages des barrières sont considérés comme inutiles par le public. Mais il y a 30 ans, tout le monde les respectait, et maintenant leur réputation a grandement chuté. En plus de cela, le vice-capitaine dit que Blake est déjà vieux, et qu'il préfère travailler avec de jeunes talents prometteurs. Quand il ajoute que Blake n'est même pas doué, Alice veut lui prouver le contraire. Gunther dit que cela peut être prouvé si Blake est assez doué pour le vaincre en combat. Il ajoute que Blake est un vieil homme, et qu'ils ne peuvent pas simplement accepter n'importe qui comme lui. L'héroïne lui demande ce qu'il veut faire et dit qu'elle croit que Blake peut battre Gunther en duel. Soudain, le protagoniste accepte le duel contre le vice-capitaine de la 5e division des mages royaux, relevant le défi alors qu'il ne voulait même pas affronter ce type. Gunther se présente à nouveau et crée une petite boule de feu dans sa main. Il prévient qu'il ne veut entendre aucune plainte quand le mage des barrières sera éliminé, puis il lance une boule de feu géante sur son adversaire. Tous les mages royaux pensent que la bataille est déjà terminée et n'attendait pas moins du vice-capitaine. Convaincu d'avoir gagné, Gunther dit que c'était facile de vaincre un simple mage des barrières. Mais voyant quelque chose bouger, il demande qui ose interrompre son moment de victoire. Et Blake se relève et demande quand le véritable test va commencer. Tout le monde est choqué de voir qu'il a survécu au sort du vice-capitaine sans une égratignure. Gunther pense que c'est impossible car il a lancé un sort destiné à réduire le mage en cendres. En essayant de comprendre comment le vieil homme a survécu, il pense qu'il s'est peut-être retenu et se prépare à lancer un sort plus puissant. Il dit au vieil homme de ne pas esquiver s'il pense vraiment pouvoir résister à sa magie. Notre protagoniste n'esquive pas et crée une barrière pour bloquer le sort entrant. Irrité, le vice-capitaine lance plusieurs boules de feu pour en finir avec lui. Les mages pensent que c'est excessif, car personne ne pourrait survivre à de telles attaques. Notre héros trouve la magie de Gunther bien trop faible. Il se demande si le gamin le ménage encore. Convaincu d'avoir déjà gagné, Gunther est stupéfait de voir que Blake est toujours en vie. Le vice-capitaine n'arrive pas à y croire, car il pensait avoir affaire à un mage des barrières de bas niveau. Il se moque de lui parce qu'il ne sait que créer des barrières, le traitant d'inutile car il ne peut pas attaquer. Lui disant de riposter, Blake répond qu'il va le faire. Bien qu'un peu embarrassé, Blake utilise un sort de barrière pour attaquer et projette son ennemi au loin, le blessant gravement. Tous les mages royaux sont choqués lorsque le vice-capitaine de la 5e division est envoyé valser. Son ennemi n'aurait jamais cru qu'il était possible d'attaquer avec une barrière. Notre protagoniste explique qu'il a simplement déplacé sa barrière et l'a fracassé contre le visage de son adversaire. Gunther dit que ça n'a aucun sens qu'une barrière puisse bouger. Elle devrait être statique. Un peu embarrassé, le mage des barrières explique qu'après 30 ans, il a pris le coup de main. Il demande si c'est considéré comme de la triche, puisqu'une barrière ne devrait pas être mobile. Les mages royaux pensent que le mage des barrières surclasse Gunther, car il est complètement indemne. Avec son ego blessé, le vice-capitaine se demande comment il peut perdre contre un tel déchet. Et en voyant les regards accusateurs des autres mages royaux, il sait qu'il doit gagner maintenant. Il crée un mur de feu derrière notre protagoniste. Mais sans même trop y réfléchir, Blake crée une barrière dans son dos et bloque l'attaque, laissant tous les mages royaux stupéfaits et Alice, ravie. Désorienté, Gunther se demande si quelqu'un lui a jeté une pierre ou si quelque chose a essayé de le frapper. C'est alors qu'il réalise que la barrière s'active toute seule. Alice dit que c'est la preuve que Blake est plus fort, et que Gunther ne s'en tirera pas comme ça la prochaine fois. Encore plus terrifié et déséquilibré, le vice-capitaine refuse de laisser le combat se terminer ainsi. Après tout, ne pas réussir à vaincre un mage des barrières ne ferait que décevoir Alice. Les mages commencent à fuir car il lance un sort avancé, et même eux pourraient être pris dedans. Gunther hurle qu'il va utiliser toute sa puissance pour éliminer Blake. Il invoque une gigantesque tempête de feu sur notre héros. Pendant que tous les mages fuient, Blake ne semble même pas se soucier du sort. Alice sait qu'une barrière normale ne pourrait pas bloquer ce sort avancé, mais celle de Blake le peut. Puis elle se souvient du jour où elle a été sauvée par le mage des barrières. Il a utilisé plusieurs mini-barrières pour vaincre les démons et lui sauver la vie. Cela la rend certaine qu'il ne perdra pas ce combat. Après tout, il fait la même chose que ce jour-là, en utilisant ses barrières pour trancher l'attaque. Tombant à genoux, le vice-capitaine n'arrive pas à croire que son sort le plus puissant n'a pas fonctionné. Remarquant que le vice-capitaine est à court de magie, il demande si le mage des barrières a gagné. Alice annonce que le mage de l'escouade des barrières est victorieux et qu'il peut rejoindre les mages royaux. Elle dit qu'il a érigé des barrières pour protéger le monde pendant 30 ans, et que c'est un exploit formidable. Gunther tente de protester en disant qu'il n'était pas seul et qu'il y avait d'autres mages avec lui. Un des chevaliers dit que selon les rapports, les autres mages des barrières n'ont pas contribué. Le vice-capitaine est choqué d'apprendre qu'il a agi seul durant toutes ces années. Pour de nombreuses raisons, abandon de poste ou détournement de fonds, ils ont progressivement disparu. Donc, Blake a maintenu seul les barrières contre le royaume des démons pendant 30 ans. Maintenant, notre protagoniste comprend pourquoi les barrières exigeaient de plus en plus de magie. Son adversaire pense que c'est un mensonge, car le royaume des démons est plus grand que le royaume des Andria. Il trouve impossible que le vieux mage ait pu maintenir une barrière de cette ampleur tout seul. Alice pense que Blake se révèle être encore meilleur que ce à quoi elle s'attendait. Soudain, le capitaine Lancelot de la 1re division arrive pour comprendre ce qui se passe.
Lancelot a 29 ans et est le capitaine de la première division des mages royaux. En tant que chef suprême, il est à la tête de la première division des mages royaux, et la plupart des gens là-bas ne l'avaient jamais vu auparavant. Il demande au vice-capitaine Gunther de cette division d'expliquer les récents événements. Alice avait recommandé le mage des barrières Blake pour rejoindre l'escouade des mages royaux, et Gunther a douté de lui. Lancelot comprend qu'elle a alors organisé un test pratique, et il constate que Gunther de la 5e division a perdu le duel. Essayant de se justifier, Gunther dit qu'il s'est retenu et qu'il n'aurait pas été juste de se donner à fond contre un mage faible. Le capitaine de la première division lui dit d'arrêter avec ses excuses pathétiques. Après tout, peu importe le titre, si vous avez du talent, vous serez autorisé à nous rejoindre. Il souhaite la bienvenue à Blake, qui est maintenant membre de l'escouade des mages royaux. Les autres membres trouvent étrange qu'un mage des barrières soit autorisé à rejoindre l'escouade. Notre protagoniste est surpris qu'on le laisse entrer dans l'escouade des mages royaux. Il se demande si quelqu'un comme lui, qui n'a travaillé qu'avec des barrières pendant 30 ans, sera capable de s'en sortir. Alice félicite le mage des barrières en disant qu'elle a toujours cru en lui. Notre héros remercie Alice, et elle dit qu'il est temps de fêter ça et de manger quelque chose. Cependant, Lancelot apparaît derrière elle et dit qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Il commence à la ramener au travail, et la jeune fille essaie de résister. Le capitaine demande alors quelle relation le mage a avec elle, car Alice semble beaucoup l'apprécier. Blake dit qu'ils ne sont que des connaissances, et Lancelot mentionne qu'il y a beaucoup d'opportunistes qui s'approchent d'elle. Gunther de la 5e division observe tout avec rage et envie. Quelques jours passent, et notre protagoniste arrive au dortoir des mages royaux. Alors qu'il cherche sa chambre, les étudiants commentent qu'il est bien trop vieux pour être à cet endroit. Notre protagoniste se sent gêné par les commentaires négatifs et cherche sa chambre. Il trouve la porte de la chambre 206, et juste au moment où il s'apprête à entrer, quelqu'un apparaît. Even, une recrue de 16 ans de l'escouade des mages royaux, demande qui il est. Blake se présente en disant qu'il est son nouveau colocataire, et Even n'aime pas le fait qu'il soit beaucoup plus âgé. Le garçon est choqué d'apprendre qu'il a été recommandé par l'héroïne elle-même et qu'il a vaincu Gunther. Il accuse le mage de mentir, et Blake comprend car cela ressemble vraiment à un mensonge. Even fait une scène en disant que sa vie est finie maintenant que ce vieil homme est dans la même équipe. Il explique que les colocataires travaillent toujours dans la même équipe de division pour les recrues. Notre protagoniste s'excuse d'être vieux et dit qu'il fera de son mieux pour ne pas gêner. Le rouquin arrête de faire une scène et commente que ses cheveux sont en désordre. Il propose de lui couper les cheveux pour qu'il ne le gêne pas à l'entraînement. Après avoir terminé la coupe de cheveux de notre héros, celui-ci le remercie et se sent même plus léger. Puis l'heure de l'entraînement arrive, et les deux enfilent leurs uniformes pour aller s'entraîner. Deux autres recrues de 16 ans, Clara et Thérèse, apparaissent. Toutes deux demandent qui est le vieil homme, car elles ne l'ont jamais vu auparavant et se sont retrouvées dans la même équipe que lui. Enfin, nous voyons le protagoniste avec sa nouvelle coupe de cheveux et une apparence plus soignée, se présentant comme Blake. Les filles se demandent pourquoi un vieil homme s'est retrouvé dans leur équipe et trouvent étrange qu'il soit une recrue. Clara avertit que Thérèse va trop loin, même si elle est d'accord avec elle. Notre protagoniste les comprend, car toutes les recrues sont jeunes, et il est le seul vieil homme présent. Un représentant présente le vieil homme, disant qu'il se joindra à eux à partir d'aujourd'hui. Puis Blake se présente comme un mage des barrières et dit que c'est un plaisir de rencontrer tout le monde. À ce moment-là, tout le monde réalise qu'il est le mage des barrières qui a vaincu le vice-capitaine. Les deux filles parlent entre elles, n'arrivant pas à croire que ce vieil homme a battu Gunther. Le rouquin pense qu'ils sont foutus, car il a l'impression que le vieil homme doit être faible vu sa spécialité. Pendant ce temps, le vice-capitaine de la 5e division continue de lancer des regards furieux à notre protagoniste. Le représentant explique que tout le monde ici est une nouvelle recrue et n'a pas encore de division assignée. C'est pourquoi les résultats de l'entraînement décideront de la division qu'ils intégreront. Ils ne sont pas encore officiellement enrôlés. Il explique ensuite qu'ils effectueront un exercice de survie et chasseront des monstres dans la forêt de Mecha. Ils auront 2 semaines pour gagner des points, et les recrues se concentrent sur les exercices de survie. Après tout, l'endroit est rempli de miasmes et de monstres, et il pense que Blake n'a pas eu de chance. Even devient pessimiste, disant que la forêt de Mecha n'est pas un endroit pour les débutants. Alors que tout le monde se prépare, il dit aux mages des barrières de ne pas se mettre en travers de leur chemin. Chaque équipe dispose d'un chariot dragon qui les emmènera à leur point de départ. Pendant ce temps, Gunther a l'intention de montrer aux mages des barrières à quoi ressemble l'enfer. Dès qu'il arrive à la forêt, tout le monde est surpris par l'étrangeté de l'endroit. Even demande pourquoi leur point de départ est au sommet d'une montagne à des kilomètres de la forêt. Il dit qu'ils sont foutus et qu'ils pensaient qu'ils rejoindraient l'escouade des mages royaux et vivraient ça. Une fille lui dit d'arrêter de se plaindre car c'est pathétique et qu'il devrait être un leader qui montre de l'assurance. Even continue de se plaindre qu'ils n'ont pas de chance et dit qu'il ne voulait même pas être le chef, ce qui agace la fille. Blake leur dit de commencer à vérifier la carte pour voir où ils se trouvent. En regardant la carte, ils réalisent qu'ils sont un peu loin, mais qu'ils peuvent y arriver à temps s'ils se dépêchent. Notre protagoniste leur dit d'avancer aussi vite que possible pour arriver à l'heure pour la compétition. Il ne voit pas d'autre option et décide de tout donner. Il traverse une montagne et une partie de la forêt remplie de rochers. Ils se plaignent des bagages lourds qui rendent la marche difficile et ont l'impression de ne même pas être encore proches de la forêt. Pendant ce temps, le vieil homme n'a même pas une goutte de sueur et semble habitué à ce genre de mission.
À la tombée de la nuit, ils arrivent enfin à la forêt de Mecha. Ils voient l'épée miasme, et une personne normale mourrait instantanément rien qu'en y entrant. Clara dit que leur cible est un dragon de Komodo de niveau 2 et qu'elle a même l'emplacement de son nid. Le mage des barrières demande ce que signifie niveau, et le rouquin est choqué qu'il ne le sache pas. Il explique que les monstres sont classés en 10 niveaux de force, et que le niveau 3 est beaucoup trop élevé pour des novices comme eux. Blake le remercie, disant que l'information était très utile et se sent même validée. Les deux filles avancent et laissent les autres derrière. Quelques secondes plus tard, le groupe se remet à marcher ensemble jusqu'à ce qu'ils entendent des bruits dans les buissons derrière eux. Ils aperçoivent 3 gobelins féroces qui s'approchent pour attaquer. Le rouquin sait que ce sont des monstres de niveau 1 et prévoit de s'en occuper lui-même. Il lance une boule de feu et en abat un immédiatement, mais les 2 autres lui foncent dessus et l'attaquent de toute leur force. Clara lui dit de ne jamais baisser sa garde et utilise un sort violet pour le sauver et vaincre le gobelin. Even dit qu'il n'avait pas besoin de son aide pour affronter des gobelins. Là, elle commence à soigner le garçon après avoir remarqué qu'il était légèrement blessé. Pendant ce temps, le vieil homme observe tout à distance et dit même qu'il aurait pu aider un peu. Le groupe dit qu'il ne voulait même pas d'aide car il a insisté pour les affronter seul. Il continue de marcher jusqu'à ce qu'une grande plante carnivore apparaisse. La plante attaque rapidement le mage des barrières, le projetant au sol. Mais il s'en sort sans une seule égratignure, et pour le groupe, on dirait qu'il est tombé sans raison. Il dit qu'il a trouvé un chemin en tombant et leur dit de le suivre, mais Even n'aime pas cette idée. Pendant ce temps, il vainc le monstre avec sa barrière et le groupe ne remarque même rien. Il fait juste comme si de rien n'était. Après cela, les 2 filles suivent la direction indiquée par les garçons. Notre protagoniste commente qu'il entend le bruit de Léo venant d'une certaine direction. Après qu'il se soit un peu reposé, il dit qu'il est temps de continuer à marcher et plusieurs monstres les observent depuis l'ombre. Le groupe commence à s'endormir tandis que le vieil homme reste éveillé pour les surveiller. Un énorme lion monstrueux apparaît derrière lui et rugit, essayant de le mordre. Mais sa barrière s'active d'elle-même, arrêtant le monstre, et Blake ne lève même pas le petit doigt. Even se réveille à cause du bruit, et le mage dit que ce n'était rien. Il propose alors de prendre la relève pour la garde, mais Blake lui dit de se rendormir. Content de cela, Even remercie le vieil homme qui reste éveillé pour continuer la garde. Le rouquin remarque qu'ils ont à peine rencontré de monstres et pense qu'ils ont de la chance, ignorant que c'est grâce à Blake. Tout le monde trouve étrange qu'il n'ait rencontré que des créatures faibles et se demande si le mage y est pour quelque chose. Clara dit que c'est une bonne chose, car marcher est déjà épuisant et combattre des monstres ne ferait qu'empirer les choses. Gunther suppose que le vieil homme doit être mort, car il les a envoyés à l'endroit le plus hostile possible. Même s'ils atteignent leur objectif, un monstre pire qu'un dragon de Komodo les attendra. L'équipe rencontre alors une salamandre massive et terrifiante de niveau 4, un monstre capable de réduire une personne en cendres d'un seul souffle, et ils envisagent tous de s'enfuir. Mais une autre salamandre géante apparaît, encerclant l'équipe. Even tombe à genoux de désespoir, disant qu'il est impossible de vaincre les 2 monstres. Les filles sont terrifiées dès que la salamandre commence à cracher du feu agressivement, mais elles réalisent qu'il ne fait pas chaud car elles sont protégées par une barrière créée par le mage Blake. Le capitaine et le vice-capitaine sont complètement choqués que les flammes de la salamandre soient bloquées par la barrière. Puis l'autre salamandre crache également un tourbillon de feu, qui ne brûle même pas Even. Ils réalisent que la barrière les protège tous, mais pensent toujours qu'ils n'ont aucune chance de s'échapper. Soudain, notre protagoniste commence à sortir de la barrière et dit qu'il va affronter les 2 monstres. Le rouquin est sous le choc quand le vieil homme dit qu'il sort et qu'ils doivent rester à l'intérieur de la barrière. Il supplie le vieil homme de ne pas se servir d'appât, pensant qu'un mage des barrières ne peut absolument pas vaincre 2 salamandres. Clara pense qu'ils ne peuvent pas le laisser se sacrifier en vain et essaie de quitter la barrière pour fuir, mais Even ne veut pas abandonner le vieil homme, et la fille dit qu'il est impossible de vaincre les salamandres. Le trio se demande ce qui se passe quand soudain notre héros frappe. Il tranche la tête de la salamandre de son corps d'un coup précis à l'aide d'une barrière. Tout le monde est stupéfait lorsqu'il vainc une salamandre en un instant. Mais l'autre commence à remplir son corps de feu, se préparant à lancer une attaque de souffle. Dès qu'elle libère le tourbillon de flammes, notre héros s'auto et l'esquive. Puis il atterrit au sol et invoque une barrière. La salamandre prend peur alors que la barrière charge en zigzag. Pendant ce temps, notre protagoniste crée des gantelets de barrière et les enroule autour de son poing. Fonçant sur la créature, il lui assène un coup de poing direct au visage. Le coup de poing est explosif, détruisant tout aux alentours et écrasant la salamandre au sol. Après avoir anéanti le monstre, il ramasse ses affaires comme si de rien n'était. Il est nostalgique, se rappelant avoir vaincu de nombreux lézards dans la forêt, et trouve ceci un peu faible pour un niveau 4. Son équipe est choquée par son niveau de force et commence à faire l'éloge du vieil homme. Il trouve étrange qu'il le considère comme fort, mais c'est logique. Il utilisait des barrières pour chasser les monstres. Thérèse est surprise qu'il ait vaincu 2 salamandres avec la magie des barrières au lieu de l'utiliser uniquement pour la défense. Elle réalise que cet homme n'est pas normal. Il peut déplacer les barrières et est incroyablement puissant. Pendant ce temps, Gunther est absolument convaincu que le mage des barrières est déjà mort. Après tout, c'était un chemin périlleux rempli de hordes de monstres se terminant dans un nid de salamandres. Il est certain que le groupe entier n'a pas survécu à la route. Le superviseur dit qu'ils ont fait un excellent travail et que l'équipe ait fait la première à arriver à la destination finale. Gunther est perplexe qu'ils soient en vie et qu'ils soient les premiers arrivés. Essayant de rester calme,
Il se dit qu'ils ont dû s'enfuir et n'ont probablement pas collecté les matériaux de monstres. Mais ils ont rapporté des crocs de salamandre, le meilleur résultat jamais obtenu par un groupe dans l'histoire. Le vice-capitaine est stupéfait qu'un groupe d'échecs ait réussi à vaincre 2 monstres de niveau 4. Il félicite alors l'équipe F et ajoute ses accomplissements à leur point. Les mages se demandent pourquoi il y avait des salamandres sur une route qui ne devait comporter que des créatures de bas niveau. Even n'arrive pas à croire qu'ils ont été les meilleurs, et Clara dit que c'est entièrement grâce au vieil homme. En plus d'avoir vaincu les salamandres, Blake les a ramenés, et ils n'y seraient pas arrivés sans lui. Le vieil homme a dit que ce n'était pas vrai car ils ont surmonté les obstacles ensemble en travaillant en équipe. Even dit qu'il a juste un peu aidé et n'a pas fait grand-chose. Et l'équipe remercie le vieil homme, disant que c'est un type vraiment cool. Ils admettent avoir eu plus de contretemps en chemin que les autres équipes et cela semblait être une trop grande coïncidence. Gunther est rempli de haine et ne veut pas en rester là, souhaitant se venger du mage des barrières. Quelques jours passent, et leur entraînement se déroulera désormais sous forme de compétition. Even se plaint qu'il n'y a pas beaucoup de place, et il décide de se déplacer vers la deuxième zone où il y a moins de monde. Le vice-capitaine affiche un sourire sinistre comme s'il préparait quelque chose impliquant Blake. Le vieil homme et le rouquin sont sur le point de commencer un duel. Pendant ce temps, Gunther dit qu'il va instruire l'équipe, ce qui les amène à se demander pourquoi le vice-capitaine est venu personnellement sur leur terrain d'entraînement. Il leur dit de se mettre en position et d'arrêter de chuchoter, et ajoute que le mage des barrières n'a pas besoin de se joindre à eux. Rassemblant le trio et excluant le vieil homme, il annonce que le cours est sur le point de commencer. Quelques secondes plus tard, Thérèse est déjà au sol, blessée. Clara commence immédiatement à la soigner. Pendant ce temps, Gunther leur dit de prendre cela plus au sérieux. S'ils combattaient des monstres, ils seraient déjà morts. Les trois se relèvent alors que l'homme dit que la leçon n'a même pas encore commencé. Lorsque notre protagoniste s'interpose pour intervenir, le mage arrogant lui dit de ne pas s'en mêler. En voyant Blake indigné, c'est exactement la réaction que Gunler voulait, pour que le mage se sente impuissant. Il dit ensuite à Even de se lever et de se mettre en position, disant que s'il n'obéit pas, il les forcera à bouger avec sa magie du feu. Il lance un sort de tourbillon de feu et le jette sur le trio de recrues. Après avoir attaqué la jeune équipe, il prétend que sa main a glissé et accuse le mage de barrière de l'avoir insulté, disant qu'il ne devrait pas se méprendre. Il ne les a pas éliminés, juste disciplinés un peu trop durement, et peut-être un peu brûlés. Alors que la fumée commence à se dissiper, il veut voir l'état misérable des compagnons du mage, mais ils ne sont pas du tout brûlés car il a créé une barrière autour de ses coéquipiers. Gunther est sous le choc qu'il n'est pas la moindre égratignure, Even réalise que c'est la barrière du vieil homme qui leur a sauvé la vie. Le vice-capitaine est en colère que le mage ait réussi à faire quelque chose sans même qu'il s'en aperçoive. Les mages royaux trouvent étrange que le vice-capitaine se batte contre l'équipe Met. Il se justifie en disant qu'il entraînait les recrues, mais qu'elles ont atteint leurs limites. Le rouquin dit que ce n'était pas de l'entraînement. C'était une agression, et il ne veut pas que Gunther s'en tire comme ça. La fille aux cheveux clairs veut motiver ses propres coéquipiers, disant qu'ils peuvent encore continuer la leçon et qu'ils ne perdront pas. Les mages sont surpris qu'ils veuillent encore continuer même en étant épuisés et les encouragent à battre Gunther. Le vice-capitaine sait que s'il s'arrête maintenant, les gens commenceront à dire des choses horribles sur lui. On encourage les deux coéquipiers, et ils décident de travailler ensemble pour gagner. Gunther les traite de perdants et dit qu'ils ne le battront jamais en duel, lançant plus de magie de feu, qu'ils parviennent à éviter, car une autre barrière apparaît et les protège, rendant le capitaine furieux. Puis Clara et Evan, maintenant en colère contre le mage trompeur, commencent à lancer leur propre sort. Il est touché et blessé par leur magie combinée. Encore plus furieux, il révèle son vrai visage et dit qu'il ne les laissera pas s'en tirer comme ça. À ce moment, le vieil homme se place devant les deux et étend les bras pour les protéger. Pendant ce temps, les autres mages royaux crient à Gunther d'arrêter ce qu'il fait. Il prétend qu'il ne faisait qu'instruire l'équipe, mais ils lui disent d'arrêter de trouver des excuses. Réalisant qu'il en voulait à Blake, ils comprennent maintenant pourquoi il a ciblé l'équipe Met. Un autre capitaine dit que Gunther est relevé de ses fonctions et pourrait même être renvoyé. Cela fait exploser l'homme de rage, qui demande pourquoi il doit souffrir de la sorte. Il rejette entièrement la faute sur Blake, reportant toute sa colère et sa frustration sur le mage de barrière. Après cela, ils font une pause, et Blake obtient le repos qu'il mérite, trouvant satisfaisant de voir la chute de Gunther. Clara dit que le point de départ de l'exercice avait été un coup bas du vice-capitaine. Le vieil homme s'excuse d'avoir causé des ennuis à l'équipe, Even dit que ce n'était pas sa faute. Ils lui ont demandé comment il était devenu si fort, car il utilisait des barrières que personne n'avait jamais vues auparavant. Avant qu'il ne puisse s'expliquer, une femme arrive sous les ordres de la sage sorcière, Eta, pour escorter Blake. L'homme est confus, et la femme l'entraîne, disant qu'ils sont pressés. Les deux filles trouvent étrange que Eda du groupe de l'héroïne soit celle qui les convoquait. Ils arrivent à l'Institut de recherche magique du royaume de Andria. Eda, la sage sorcière et directrice de 13 ans de l'Institut de recherche, retrouve joyeusement le mage. Le protagoniste est content de la voir bien se porter après si longtemps. Elle se met en colère contre lui pour avoir traité une sorcière extraordinaire et géniale, qui n'apparaît qu'une fois par siècle, comme une enfant. Mais en vérité, Eda s'en fiche, et notre héros s'excuse auprès d'elle. Allant droit au but, la sorcière a convoqué le mage car elle a besoin de sa force pour capturer des monstres.
Elle explique que les cages physiques ne fonctionnent pas sur les monstres enragés, et que certaines espèces émettent du miasme. Leurs recherches ont donc été limitées aux habitats naturels des monstres, ce qui est une méthode inefficace. Son souhait est de capturer des monstres et de les étudier à l'Institut de recherche magique. Il pourrait même trouver une contre-mesure pour le miasme. Elle sait que les héros sont protégés par la déesse et peuvent bloquer le miasme, c'est pourquoi ils peuvent entrer dans le royaume des démons. Revenant au sujet initial, la sorcière lui demande s'il peut capturer des monstres de niveau supérieur à 5. Son assistante dit qu'elle surestime les mages de barrière. Mais à ce moment, le protagoniste dit qu'il pense pouvoir capturer des monstres de niveau supérieur à 5. La sorcière semble convaincue par les paroles de Blake. Notre protagoniste pense qu'il peut gérer le niveau 5 puisque les salamandres étaient de niveau 4. L'assistante trouve absurde qu'il promette cela devant Eda et pense qu'il ne pourra pas accomplir la tâche. Cependant, notre protagoniste dit que tout ira bien, et elle pense qu'il ment sur tout cela. Pendant ce temps, la sorcière a déjà décidé que Blake coopérera. Elle ne tolérera aucune objection de ses assistantes qui s'excusent immédiatement. Elle dit de ne pas s'inquiéter pour l'escouade de mages et qu'elle leur enverra une demande formelle. L'assistante d'Eda est en colère que ce mage profite d'elle. Dans ce cas, elle ressent le besoin de protéger la petite fille. Notre protagoniste sent un mauvais présage et commence à se sentir mal à l'aise. La sorcière annonce qu'il se dirige vers la mine abandonnée de Bourbon. Toutes les sorcières d'Eda montent sur leur dragon pour partir en mission. La sorcière dit qu'elle a de la chance de l'avoir revue si tôt, et le protagoniste dit qu'il a déjà rencontré Alice. Eda dit que Alice est toujours comme ça, semblant trop enjouée. L'assistante se demande pourquoi il s'entend si bien avec sa maîtresse. Elle affirme que si le mage ne les avait pas sauvés dans la forêt, ils seraient tous morts. Ce jour-là, le héros chassait dans la forêt du roi démon quand il a accidentellement trouvé Alice et l'a sauvée. Il se souvient d'avoir été dans la forêt de la mort et d'avoir vu la jeune fille blessée au sol. Alice a dit que ses compagnons étaient aussi en danger et lui a demandé de les sauver également. Notre héros a fouillé la zone et a trouvé Eda encerclé par des monstres. La forêt de la mort perturbe les sens de quiconque y entre, c'est pourquoi l'équipe s'est séparée. Donc, s'il ne les avait pas sauvés, tout le monde serait mort à cet endroit. Étant modeste, notre protagoniste dit que ce n'était pas grand-chose, et la jeune fille trouve cela très gentil de sa part. Il remarque que la jeune fille semble s'amuser, et il se sent jaloux. Il a passé toute sa vie à maintenir la barrière depuis l'âge de 9 ans. Il se demande même si Eda joue comme les enfants qu'il voit dans la rue. La jeune fille dit avec assurance qu'elle est une mage de génie depuis sa naissance et ne joue pas avec les enfants, mais elle semble presque vouloir qu'il aille jouer avec eux. Quelques jours plus tard, il arrive à la mine abandonnée de Bourbon. Il remarque qu'il y a beaucoup de miasmes, et cela semble dangereux pour les mages les plus faibles. Blake dit qu'il va créer une barrière pour que tout le monde puisse marcher à l'intérieur, et il pense qu'il est impossible de faire bouger une barrière. Pour prouver qu'il le peut, notre protagoniste crée une barrière autour de lui et entre dans la zone remplie de miasmes. Les mages plus faibles trouvent scandaleux d'entrer dans un endroit avec un miasme aussi dense. Soudain, il revient et leur demande s'ils viennent aussi, prouvant que la barrière a fonctionné. Eda explique que c'est l'un des effets de la barrière de Blake et leur dit de laisser les chariots dragons à l'extérieur. En voyant la barrière mobile les entourer, tout le monde se demande si elle les protégera vraiment du miasme. L'assistante jalouse dit que quelque chose de ce niveau ne devrait même pas être loué. Notre héros les avertit qu'il y a des monstres à proximité et qu'ils peuvent sentir une source de miasme à l'intérieur. Blake soupçonne qu'une créature en est la cause, mais le mage dit que cela pourrait aussi être un objet maudit. Après tout, les objets maudits, qu'ils soient fabriqués par des humains ou qu'ils apparaissent naturellement dans des endroits sombres, peuvent générer du miasme. Parfois, des monstres puissants qui produisent ce genre de miasme naissent également de ces objets. Et cette même fumée crée des monstres qui à leur tour l'intensifient encore plus. Ainsi, plus de monstres sont générés, et le roi démon était un bon exemple de ce cercle vicieux. De plus, si le monstre produisant le miasme est vaincu, les autres créés par lui disparaissent également. C'est pourquoi, lorsque le roi démon a été vaincu, la moitié des monstres de son royaume a disparu. Cependant, tous les monstres du monde n'ont pas disparu. Eda pense que s'ils comprennent les principes de la création de monstres, ils peuvent développer des contre-mesures. Soudain, elle manque de trébucher sur une pierre, et notre protagoniste la rattrape. Gentiment, il lui demande si elle va bien et dit que le sol est très sombre. Quand il propose de porter la jeune fille sur son dos, son assistante le gronde, disant de ne pas la traiter comme une enfant. C'est un prodige. La sorcière dit qu'elle va bien et leur dit de continuer à avancer dans la mine abandonnée. Soudain, la fumée démoniaque s'épaissit. Et plus loin, un minotaure apparaît en rugissant, un monstre de niveau 5. Blake pense qu'il serait intéressant de capturer cette créature, mais c'est l'assistante de la sorcière qui va s'en charger. Toutes les sorcières accompagnant Eda commencent à lancer des sorts sur le monstre. Juste avant que le sort ne l'atteigne, le monstre rugit et arrête leur magie. Les filles prennent peur, et Eda dit que des mages ordinaires ne pourront pas le capturer. Elle dit qu'ils auront besoin du mage de barrière, et son assistante insiste pour que Eda soit celle qui capture le minotaure. Il décide de laisser faire la sage sorcière, mais elle n'a pas l'air très à l'aise avec la situation. Elle s'avance avec hésitation et s'approche de l'imposant minotaure, tenant son bâton nerveusement jusqu'au moment où la créature fonce sur elle. Eda semble préparer un sort, et le monstre est sur le point de la frapper avec sa hache. Juste au moment où il allait la toucher,
une barrière apparaît, lui sauvant la vie. Les autres sorcières sont choquées quand une barrière géante entoure le Minotaure, réalisant que c'est le mage de barrière Blake qui la maintient. Elle lui demande de ne pas interférer avec Eda, mais elle leur dit rapidement de se taire. Elle dit qu'elles ont fait venir Blake pour capturer la créature, bien qu'elle craigne que la barrière ne se brise. Cependant, une barrière raffinée peut bloquer et purifier le miasme et affaiblir le monstre. La mage la plus faible ne savait pas que les barrières pouvaient être si efficaces pour maîtriser un monstre. Ainsi, un monstre de niveau 5 est rendu complètement impuissant, montrant le niveau de la force de la barrière de Blake. Même Eda, la sage sorcière, ne pourrait pas faire une chose pareille. Elle annonce à toutes ses assistantes que grâce à Blake, elles ont pu capturer le monstre et qu'elles doivent maintenant rentrer. Elle déclare que le mage de barrière les a toutes sauvées et leur demande d'emporter le monstre. En voyant la fille s'éloigner, contrarié, le protagoniste semble comprendre ce qui lui passe par la tête. Quelques instants plus tard, elle remercie ses collaboratrices pour leur travail et dit qu'elles peuvent maintenant étudier la physiologie du monstre. En utilisant le grand Minotaure de niveau 5 comme référence, elle trouve les barrières très pratiques car elles peuvent facilement déplacer un corps aussi grand. Elle demande combien de temps la barrière peut être maintenue, et il répond que tant qu'il reste à proximité, elle peut durer éternellement. Cependant, les barrières normales ont tendance à perdre leur effet lorsque la magie s'épuise, et la fille trouve cela un peu problématique. L'assistante suggère de recapturer le monstre en utilisant plutôt la magie des états. Notre protagoniste dit qu'il peut résoudre le problème en utilisant un papier avec un symbole magique. Il explique que c'est un cercle magique qu'il a créé pour maintenir les barrières démoniaques, et qu'il fonctionne automatiquement. La fille se souvient d'avoir vu quelque chose de similaire dans le royaume des démons, mais elle n'a jamais vu un cercle magique comme celui-là. Quand elle dit que le créateur doit être incroyable, il la remercie, laissant entendre que c'est lui qui l'a fait. Notre protagoniste dit qu'il a créé ce cercle magique quand il avait 9 ans. Il y a 30 ans, le miasme du royaume des démons détruisait tout le continent, et ils ont rassemblé de nombreux mages de barrière. Au début, ils essayaient de maintenir la barrière manuellement sans quitter les lieux, alors il a créé le cercle magique. Il suffisait de l'alimenter en mana, et il pouvait se maintenir longtemps, leur permettant de se reposer et de manger. Ainsi, avec 100 personnes maintenant la barrière avec cette magie, ils ont pu couvrir tout le royaume des démons. Mais à la fin, il ne restait que lui pour s'occuper des barrières. Par conséquent, cela a drainé une grande partie de sa magie et était difficile à maintenir seul. Les sorcières ont reconnu qu'il avait fait quelque chose d'incroyable et lui ont demandé s'il n'était pas fier de cet exploit. Notre héros préfère laisser toute cette histoire de côté pour l'instant et dit qu'il ne pense pas que c'était si important. Puis il passe à l'activation du cercle magique. Dès qu'il l'active, la barrière commence à se maintenir d'elle-même et garde le Minotaure piégé. Ce processus peut durer plusieurs heures, et il prévoit de rester à proximité pendant les recherches. Eda remercie le mage Blake pour son aide. Il commence alors la recherche et l'analyse du monstre et du miasme. Elle assigne les mages à différents rôles dans la recherche, et le protagoniste reste pendant tout le processus. Après que toutes les mages sont rentrées chez elle, Blake remarque que Eda est la seule à rester. La fille dit qu'elle lui a préparé une chambre dans le laboratoire où il peut aller dormir. Elle dit qu'elle fera avancer la recherche rapidement pour protéger les citoyens de ces menaces. Le protagoniste veut rester avec elle pendant le processus par souci pour Eda, même si elle s'y oppose, mais il dit qu'il craint seulement que la barrière ne cède, car c'est la première fois qu'il crée une barrière injectable. La fille l'autorise alors à faire les choses à sa manière, et notre protagoniste s'exécute. Une semaine passe avec un Minotaure toujours piégé à l'intérieur de la barrière créée par notre mage. Notre protagoniste décide de sortir et de parler à l'assistante des États. Il ne veut pas s'immiscer dans leur politique interne, mais il demande pourquoi tout le monde part tout sauf la sorcière. La fille dit que comme il n'est pas d'ici, il ne devrait pas s'en mêler. Blake dit que Eda mène la recherche seule depuis tout ce temps et demande si elles ne vont pas l'aider. La fille répond que la sorcière est un génie et que les gens ordinaires ne peuvent pas l'aider, non seulement en magie, mais aussi en recherche. Personne ne peut suivre le rythme de la fille. C'est pourquoi elles essaient de faire ce qui est à leur portée pendant les heures de travail sans gêner Eda. Elle suggère que le mage rentre chez lui aussi, car il ne peut pas beaucoup aider de toute façon. Dès qu'il retourne dans la pièce, la sorcière de 13 ans s'est endormie. Étant bienveillant, notre protagoniste enlève son manteau et la couvre. Quelques jours plus tard, la fille annonce que c'est l'heure de la pause. Tout le monde se dirige vers la cafétéria pendant qu'elle mange seule. Blake dit qu'elle devrait prendre une pause au lieu de rester enfermée dans le laboratoire. Eda répond qu'elle ira dans sa chambre plus tard et qu'elle ne voulait pas le retenir au laboratoire. Elle lui demande alors de ne pas s'inquiéter pour elle et lui dit de prendre une pause aussi. Tout le monde va à la cafétéria pour un grand festin. Pendant ce temps, la sorcière mène ses recherches seule, profondément concentrée, sans personne pour l'accompagner. La recherche est d'un niveau si élevé que personne ne comprend ce qu'elle fait. Elle commente qu'elle aurait pu capturer le monstre toute seule, sans le mage de barrière. Sa plus fidèle compagne dit que si elle lui laisse tout faire, tout s'arrangera. Mais notre protagoniste n'est pas d'accord, et les mages s'énervent. Blake dit que la complimenter constamment et tout laisser sur ses épaules n'est pas mature. Elle est encore une enfant. La femme lui dit d'arrêter de la traiter comme une enfant, car c'est le plus grand génie de l'histoire du royaume. Toutes les mages conviennent que même si elle ressemble à une enfant, elle est déjà une adulte et qu'il ne comprend rien à son sujet.
Le protagoniste convient qu'elle est une brillante chercheuse et mage, plus capable que la plupart des adultes, mais cela ne change rien au fait qu'elle reste une enfant qui regarde les autres avec envie. Et pendant le combat contre le Minotaure, elle reste figée car aussi brillante soit-elle, elle est aussi bienveillante. C'est pourquoi elle se comporte comme les adultes l'attendent d'elle. Il dit qu'il est absurde qu'elles affirment avec tant d'assurance qu'elle est une adulte. Il leur demande si elles ont déjà eu une conversation honnête avec la sorcière pour comprendre ses sentiments, ou si elles n'ont jamais vraiment voulu aider Eda. Toutes les mages présentes restent sans voix et décident de partir, perdues dans leurs pensées. À ce moment-là, la sorcière apparaît avec une expression triste et fatiguée. Notre protagoniste essaie de lui parler, mais elle se détourne et part sans rien dire. Plus tard dans sa chambre, Blake entend frapper à la porte. La sorcière de 13 ans entre et demande s'ils peuvent parler un moment. Il prépare du café pour la fille, et elle s'excuse pour le dérangement. Notre héros enroule une couverture autour d'elle car il fait froid, et elle le remercie. Elle boit le café d'une manière innocente. Elle s'excuse de l'avoir entraîné dans ses problèmes, et il admet qu'il s'est impliqué de son propre chef. Elle dit qu'au début, elle était excitée de travailler avec les mages, mais que les choses ont changé par la suite. Parce que tout le monde a commencé à l'appeler un génie, et tout est devenu plus facile. Mais elle sait qu'elles ont commencé à faire le strict minimum et lui ont refilé tout le travail. Ça a toujours été comme ça. Les gens autour d'elle ont fini par changer à cause d'elle. C'était juste des gens ordinaires d'un village normal. Il n'y avait ni noble ni mage dans sa famille, seulement un langage simple. Puis elle a rapidement appris à parler et plus tard à marcher. Elle a appris à lire dans un livre que ses parents avaient à la maison. Encore très jeune, elle est devenue fascinée par la magie et était déjà considérée comme un génie. À partir de ce jour, elle a commencé à recevoir des leçons de magie. Elle est rapidement devenue une mage extraordinaire avec un immense talent. Tout le monde a commencé à l'appeler un génie et un prodige, s'attendant à ce qu'elle soit indépendante. Elle a été forcée d'agir comme une adulte au lieu d'une enfant et a dû grandir très vite. Pour les mages, la recherche et le combat sont la mission de leur vie. Bientôt, elle a commencé la recherche et l'entraînement au combat à l'âge de 6 ans, et elle était très désespérée à l'époque. Elle devait répondre aux attentes de ses parents et de tout son entourage, en étant toujours un génie, pas une enfant. Pour cette raison, elle a dû essayer d'endurcir son cœur, mais au fond d'elle, elle ressent toujours de la tristesse. Notre protagoniste réalise qu'elle a aussi peur des monstres. Après tout, quand il a sauvé Eda à l'époque, ils ont affronté un Minotaure. Et même à ce moment-là, elle semblait assez effrayée. La jeune fille dit qu'il est très observateur pour avoir remarqué ça. Après tout, elle a vraiment peur d'affronter des créatures. Quand elle faisait partie de l'équipe de l'héroïne, l'avant-garde combattait directement les monstres, et elle restait en soutien. Mais elle a si peur des monstres qu'elle ne peut pas se battre seule. Et notre protagoniste comprend, il a aussi peur de combattre les créatures. Même s'il réprime sa peur pendant la bataille, il s'est battu tous les jours jusqu'à ce que la peur perde son effet sur lui, pour pouvoir survivre. La jeune fille voulait faire de même, mais Blake lui dit qu'elle n'en a pas besoin. Elle est très bien comme elle est. Cependant, tout le monde veut qu'elle soit forte, plus forte que la plupart, et qu'elle soit un génie. Et elle veut faire de son mieux, pour ne décevoir personne et pouvoir vaincre les monstres. Finalement, elle a peur d'être abandonnée, que ses parents la voient comme inutile ou sans talent, que les gens autour d'elle arrêtent de penser qu'elle est un génie et la quittent à cause de ça. Elle commence à paniquer, suppliant les gens de ne pas l'abandonner, promettant qu'elle sera un génie et agira comme une adulte, implorant désespérément de ne pas être laissée pour compte. À ce moment-là, notre protagoniste lui caresse doucement la tête et lui dit que tout ira bien. Il promet qu'il n'abandonnera jamais la sorcière Eda. Il dit que sa vie a été vraiment dure et qu'elle a déjà assez souffert. À cet instant, il reconnaît qu'elle a fait un excellent travail, et la sorcière fond en larmes et serre le mage des barrières dans ses bras, disant que tout ce qu'elle voulait vraiment, c'était jouer avec ses amis, manger des sucreries et passer du temps avec sa famille. Même si elle adore la recherche, elle déteste combattre les monstres car elle a peur d'être blessée. Elle voulait demander de l'aide parce que les enfants dépendent généralement des adultes. Mais dans son cas, comme c'est un génie, personne ne veut l'aider car il pense déjà qu'elle est une adulte. Blake lui dit qu'elle n'a pas besoin de faire autant d'efforts et qu'elle peut lui demander de l'aide. Le protagoniste promet que chaque fois qu'elle aura des difficultés, elle pourra compter sur lui. Il s'étreigne et elle remercie profondément notre héros, s'endormant sur ses genoux en lui tenant la main. Il se souvient d'un moment de sa vie où il a trouvé la jeune fille allongée sur le sol de la forêt après l'avoir sauvée, l'endormant et prenant soin d'elle quand elle était blessée. Blake est resté à ses côtés tout le temps pendant qu'elle se remettait. Et des années plus tard, il fait la même chose avec la jeune fille maintenant plus âgée. Alors qu'elle essaie de s'endormir, elle demande au mage de ne pas la laisser seule. Notre héros dit qu'il est juste à côté d'elle et qu'il ne va nulle part. Quelques jours passent, et ils sortent se promener en ville ensemble, la jeune fille habillée de façon décontractée. Quelques jours avant d'aller au parc, la jeune fille a tenu une réunion avec ses mages, demandant à chacun de donner le meilleur de lui-même dans la recherche. Tout le monde a travaillé très dur, y compris la jeune fille. Les jours suivants, elle n'a cessé de demander de l'aide à tout le monde et a mis beaucoup d'efforts dans la recherche jusqu'à un moment où elle s'est épuisée et a eu besoin d'un câlin de Blake, disant qu'elle était si fatiguée qu'elle n'en pouvait plus. Notre protagoniste l'a doucement réconfortée et a fait beaucoup de câlins à la petite fille. Réalisant qu'Eda était soumise à un stress extrême, il a voulu l'aider. Pensant à quelque chose qu'ils pourraient faire ensemble,
Il savait qu'elle avait un jour de congé et l'a invitée à sortir. Immédiatement, la jeune fille a dit qu'elle voulait sortir avec oncle Blake. Le lendemain, ils se sont retrouvés au marché de la ville, habillés de façon décontractée. Les deux ont commencé leur promenade, et la sorcière a remarqué combien de personnes il y avait dans la ville. La sorcière a dit que c'était sa première fois au marché de la rue principale car elle n'avait jamais eu l'occasion de sortir. Blake a dit que puisque c'était sa première fois là-bas, ça allait être très amusant. Ils ont commencé à goûter toutes sortes de sucreries, et dès qu'Etta a vu d'autres enfants, elle a commencé à jouer avec eux. Cela a rendu notre protagoniste très heureux. Et en fin d'après-midi, elle a dit au revoir à ses amis. La jeune fille a beaucoup souri, et ils sont passés devant une boutique vendant des colliers et des bijoux. Notre protagoniste a demandé si quelque chose lui plaisait, et elle a cherché un collier. Alors notre héros a dit qu'il en achèterait un, et Etta a proposé de payer. Mais le mage des barrières a dit que ce serait un cadeau pour elle. La jeune fille était très contente de son collier et l'a remercié pour le cadeau. Même le commerçant a dit que Blake était un père très gentil et que sa fille était adorable. Au lieu d'expliquer la situation, ils ont juste joué le jeu comme s'il était père et fille. Une semaine plus tard, la sorcière a dit qu'elle n'avait pas trouvé de moyen de contrer le miasme. Grâce à son analyse, elle a vu que la barrière est efficace pour bloquer et purifier le miasme et prévoit de rassembler plus de mages des barrières. La sorcière a demandé si elle pouvait à nouveau compter sur Blake, et il a dit oui. Tous les mages dans la pièce se sont excusés de lui avoir tout mis sur le dos et de l'avoir traité comme une adulte. Ils avaient mis trop de responsabilités sur une enfant et négligé leur propre travail. Ils ont aussi admis qu'il était jaloux de Blake, lui avait beaucoup manqué de respect et avait agi avec orgueil. Il s'excuse sincèrement et s'incline devant eux deux. Blake et la sorcière ont dit que ce n'était rien, et que ces choses ne les dérangeaient pas. Et elle a dit que c'est un problème pour eux de dépendre d'elle pour tout, et qu'ils devraient travailler plus dur. Ils se sont excusés auprès de Blake et ont dit qu'ils comprenaient maintenant à quel point ces barrières sont vraiment importantes. Ils ont avoué que la magie des barrières est vraiment incroyable. Etta a demandé pourquoi il s'excusait de nulle part, et la femme a dit que c'était grâce à Blake. Ils avaient toujours senti qu'elle n'allait pas bien, et ils savaient que c'était en partie de leur faute. Mais ils n'avaient pas eu le courage d'agir et avaient peur de confronter leur propre incompétence. Après que le mage les a grondés et a aidé la sorcière à sourire à nouveau, c'est là qu'ils se sont excusés et ont admis que les techniques et la personnalité de Blake sont incroyables. La sorcière de 13 ans a dit qu'elle pense vraiment que Blake est une personne formidable du fond de son cœur. Une fois la recherche terminée, notre protagoniste a dit au revoir au groupe de mages. La sorcière a dit que si quelque chose de nouveau survenait, elle en informerait Blake. Puis elle a demandé quand il jouerait à nouveau, et il a répondu qu'il pourrait jouer quand elle le voudrait. Tout le monde a gentiment dit au revoir au mage des barrières. Il était parti depuis un moment et se demandait si son groupe allait bien. Quand il est arrivé, Latreia était contrarié qu'il ait mis si longtemps et a dit qu'il était vraiment inquiet. Notre protagoniste a commencé à leur raconter l'histoire de la capture des monstres. Le rouquin savait que très peu de gens avaient le privilège d'entrer dans le laboratoire de l'institut de recherche. Les filles ont réalisé que pour que quelqu'un soit proche de deux membres de l'équipe du héros, sa magie devait être vraiment impressionnante, et elles se sont demandé qui était vraiment Blake. Il a demandé si quelque chose s'était passé pendant son absence, et Even a dit qu'il lui montrerait les résultats de leur entraînement sur le terrain d'entraînement. Une fois arrivé, le trio a commencé à démontrer sa magie en même temps. Chacun d'eux a lancé un triple vortex magique qui s'est uni à la fin. Le rouquin sentait que ça aurait dû être mieux et savait qu'il est difficile de devenir fort. Un autre groupe de mages a dit qu'il avait à peine réussi le test et les a traités de ratés. En réponse, ils ont admis qu'il était vraiment des ratés et qu'il finissait toujours dernier. Even a demandé s'il allait abandonner si facilement et a dit que dépendre du vieil homme n'était pas une bonne idée. Fatigué de ça, il a dit qu'il ne voulait pas simplement abandonner ou continuer à compter sur le vieux. Quelque temps a passé, et le rouquin était maintenant à genoux, suppliant, demandant à Blake de lui apprendre la magie pour qu'il puisse devenir plus fort et ne pas être expulsé. Il a dit qu'il allait aussi loin parce qu'il est le fils aîné d'une famille noble de la campagne. Autrement dit, toute sa famille compte sur sa réussite, mais ils ne sont nobles que de nom car ils n'ont jamais connu le luxe et ont toujours travaillé dur. Notre protagoniste a dit qu'il pouvait aider, mais seulement avec des techniques de barrière, et le rouquin s'y attendait déjà. Mais il a été surpris quand Blake a dit qu'il pouvait aussi lui apprendre des techniques de combat. Le garçon s'est enthousiasmé, et ils ont convenu de commencer l'entraînement au combat le lendemain. Un jour a passé, et le rouquin a demandé ce que les filles faisaient là. Les filles ont dit qu'il ne serait pas facile de les laisser derrière, et qu'elles allaient aussi apprendre du vieux. Le protagoniste a dit qu'il les avait invités tous les deux parce qu'il ressentait la même chose qu'Even. Le rouquin s'est énervé parce qu'il a dû le supplier, et pas eux. Clara a l'intention de découvrir le secret de la force de Blake et l'observe de plus près. Cependant, il remarque son étrange timing, et elle veut le faire sans se faire remarquer. Ils sont retournés dans la forêt de la Mecque où ils affrontent des monstres. Even lance sa magie du feu depuis ses mains et attaque une créature. Mais alors qu'il est convaincu de sa propre force, un autre apparaît pour l'attaquer. Il doit être sauvé par Blake et sa magie de barrière mobile, qui conseille au garçon de ne jamais baisser sa garde. Soudain, beaucoup plus de monstres commencent à apparaître, et les filles prennent peur. Blake leur dit d'observer car s'il y a beaucoup d'ennemis, ils peuvent utiliser la magie de zone. Il utilise ensuite une barrière mobile tournoyante pour frapper tous les ennemis en même temps.
Le trio a été surpris par sa puissance, battant les monstres d'un seul coup. Ils ont réalisé que le vieil homme est incroyablement fort et lui ont demandé comment il faisait. Il dit que c'est une longue histoire sur la façon dont il est devenu si fort juste en maintenant la barrière dans le royaume des démons. Après tout, c'est arrivé il y a 30 ans, quand il n'avait que 9 ans. À l'époque, quand il a montré du potentiel en tant que mage de barrière, il a été emmené dans le royaume des démons. Ils étaient chargés de créer des barrières pour supprimer le miasme et les monstres du royaume. La paix était très limitée, tout comme la nourriture et les eaux, puis ils ont été abandonnés. En raison de la nature de la mission, qui exigeait de maintenir les barrières, il ne pouvait pas quitter la zone. Il avait à peine le temps de dormir, continuant à maintenir la barrière sans nourriture ni provision. Il était à sa limite, tant physiquement que mentalement. C'est alors qu'il a eu l'idée de créer un cercle magique qui maintiendrait la barrière automatiquement. Clara dit que très peu de gens peuvent faire ça et suppose qu'il a échoué. Mais en vérité, notre protagoniste a travaillé dur et a réussi à le créer. En quelques jours seulement, il a développé le cercle qui pouvait être imprégné de sa magie. Ce jour-là, il a dormi comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et quelques jours plus tard, il a donné son argent à un marchand pour livrer la méthode de barrière aux autres mages. Il lui restait à résoudre les problèmes de nourriture et d'abri, et à demander à entrer dans la forêt pour chasser. Mais elle était pleine de monstres, et il a dû rebrousser chemin en courant. Après tout, les chevaliers ne livraient des rations que tous les quelques mois. Mais après un certain temps, même cela a pris fin. N'ayant pas d'autre choix, il a dû s'aventurer à nouveau dans la forêt pour trouver de la nourriture, esquivant les monstres, cueillant de la nourriture sur les arbres et utilisant ses sorts de barrière. Mais ce n'était pas très gratifiant car le miasme était intense, et il a dû purifier la forêt. Ses techniques de barrière actuelles étant inefficaces contre les monstres, il a décidé qu'il devait devenir plus fort. À partir de ce moment, il a commencé à étudier les techniques de barrière pour trouver une solution. Il s'est entraîné dur et a finalement réussi à renforcer ses barrières, parvenant à appliquer des restrictions à court terme et à collecter des ressources plus facilement. 3 ans plus tard, Blake avait déjà 12 ans et entrait calmement dans la forêt, car ses barrières s'étaient affinées, limitant la plupart des monstres pendant plusieurs minutes. Et avec le miasme purifié, sa magie avait augmenté et il pouvait sentir clairement sa progression. Cependant, il n'avait toujours pas la capacité de vaincre les monstres efficacement. Les barrières étaient solides, mais il ne pouvait pas les déplacer ni les utiliser pour attaquer. Il a donc continué à étudier et à chercher des moyens de rendre ces barrières mobiles. Grâce à ses efforts, après 3 ans d'entraînement, il pouvait les déplacer avec aisance. Il a nommé son nouveau style d'attaque la technique de la barrière offensive. Pouvant enfin manger de la viande à nouveau, la nourriture avait bien meilleur goût. Cependant, c'était de la viande de monstre purifiée pour enlever le miasme. Bientôt, il étudia encore plus de techniques de barrière, y compris la forme, les propriétés et la rigidité, gagnant en élasticité, en viscosité et changeant toutes leurs propriétés. De cette manière, il a développé ses techniques de combat en utilisant des barrières. Pendant qu'il explique tout cela, un monstre se prépare à cracher du feu sur notre protagoniste. Mais sans même regarder, il crée une barrière et bloque le souffle mortel. Il saute alors par-dessus sa propre barrière et charge une attaque avec sa main. Une barrière mobile qu'il utilise pour trancher le monstre et l'anéantir avec facilité. Il explique qu'il est devenu capable de changer la forme de la barrière, la transformant en épée, par exemple. Le trio est stupéfait qu'il ait vaincu une autre salamandre d'une seule attaque. Même lui ne réalise pas pleinement à quel point il est fort, et maintenant tout le monde comprend la raison de sa puissance et son histoire impressionnante. Ils reconnaissent que sa vie a été douloureuse, et ils ne montrent même pas à quel point il est incroyable. Blake dit que s'ils fournissent les mêmes efforts que lui, ils peuvent y arriver aussi car ils ont du potentiel. Les filles trouvent étrange qu'ils disent cela si naturellement. Cela semble même un peu insensible. Le rouquin n'a pas peur du tout car il veut devenir fort comme le mage et ne voit pas d'autre moyen. À ce moment, le vieil homme lui dit d'affronter les salamandres qui apparaissent. Il dit que s'ils font de leur mieux, il est sûr qu'ils peuvent vaincre ce monstre. Mais le trio était terrifié et dit qu'il n'y a aucune chance qu'ils puissent vaincre la salamandre seule. Les mages commencent à faire l'éloge du capitaine Lancelot, disant qu'il est très jeune et très doué. Ils l'appellent Seigneur Lancelot le sans défaut. Le capitaine dit qu'il exagère car il fait des erreurs, et les hommes le qualifient d'humble. Il remarque les bureaucrates qui ne savent que le flatter, et ses élèves disent qu'ils ont raison, et qu'il est devenu capitaine par mérite. Lancelot dit qu'il le surestime, et ses élèves le défendent, le qualifiant de modeste. Mais au fond de lui, il sait qu'il n'est pas si génial, juste quelqu'un avec un talent au-dessus de la moyenne. Dernièrement, cependant, ses capacités magiques ont stagné. Il n'a plus d'objectif à poursuivre. Après tout, le devoir principal de l'escouade des mages royaux est de maintenir l'ordre public. Sans le roi démon, il pense qu'il est difficile que des opportunités de combattre des ennemis puissants se présentent. Même si la paix est merveilleuse, il se demande parfois combien de temps il devra être à la hauteur des attentes de tout le monde. Un bureaucrate dit que les villages voisins sont attaqués par des monstres de bas niveau. Lancelot sait qu'il doit créer un centre d'entraînement pour les recrues et réfléchit à qui y participera. On voit le trio se plaindre de quelque chose qui se passe. Le protagoniste leur offre de l'eau et Even demande comment il peut être si calme. Après tout, ils sont sur le point de partir en expédition avec la première division. Notre protagoniste a l'habitude de combattre des monstres, et il trouve ça fou.
Ils se sentent un peu plus confiants car ils se sont entraînés avec le vieil homme et sont plus forts maintenant. D'autres groupes commencent à les traiter de ratés, comme d'habitude. Avant qu'une bagarre n'éclate, le commandant ordonne à tout le monde de rester en position. Lancelot dit qu'il faudra 2 semaines pour atteindre le village, et qu'ils devront affronter des dizaines de monstres de niveau 3. Ils formeront des escouades de 4 membres et garderont la formation tout le temps. Les commandants leur ordonnent de commencer la marche vers les carrosses pour partir en mission. Ils obéissent et commencent à marcher, mais ils deviennent extrêmement fatigués après avoir marché sans arrêt pendant 6 heures. Tout le monde est épuisé car la colline est très escarpée. Les commandants annoncent une pause de 30 minutes, et tout le monde les remercie. Mais l'un d'eux s'énerve contre les jeunes qui se reposaient. Il dit que les recrues devraient s'occuper des membres de l'escouade et leur apporter de la nourriture. Le trio de héros doit donc masser les épaules des membres plus âgés. Pendant que les plus âgés dorment, les recrues ne se reposent pas et montent la garde à la place. 7 jours plus tard, ils ont l'impression d'être sur le point de mourir d'épuisement. Aucun membre du trio ne peut supporter tout ce qui se passe, à l'exception de Blake qui semble en parfaite forme et plein d'énergie, offrant de l'éau au groupe. Il dit que par le passé, il a eu des expériences similaires lors de ses promenades en forêt. Le trio ne peut pas juger le vieil homme. Il n'a tout simplement pas de standards normaux, et Ven se demande où sont les autres recrues. Les commandants disent qu'ils se sont enfuis il y a longtemps. Ils disent que le trio s'en sort très bien, car la plupart des recrues s'enfuient dès les premiers jours. Un commandant crétin demande si Blake est celui qui est entré grâce à la recommandation d'Alice. Puis il se moque de lui parce qu'il est un mage de barrière d'âge moyen. Le rouquin le défend, disant qu'il a été admis au mérite, et qu'ils ne savent pas à quel point il est vraiment fort. Les commandants disent que le trio est devenu trop arrogant et a cessé de respecter ses supérieurs. Juste au moment où un combat semble sur le point d'éclater, Lancelot intervient pour l'arrêter. Il demande au trio de ne pas chercher les ennuis, et il le remercie d'être intervenu. Le commandant n'arrive pas à croire qu'il a vaincu Gunther et suppose qu'il doit cacher sa véritable force. 14 jours passent, et ils arrivent enfin à un village détruit par des êtres maléfiques. Un homme dit que les villages ont été constamment attaqués par des créatures. En pleurant, il dit qu'il sait où se trouve l'antre des monstres et les supplie de les vaincre. Dehors, on voit le trio complètement épuisé pendant que Lancelot parle aux villageois. Notre héros revient et s'excuse même de lui avoir laissé la direction du groupe. Les chefs d'escouade commencent à se rassembler pour écouter les paroles du commandant. Lancelot déclare que le chef du village leur a menti. Des choses sont brûlées, mais il n'a vu aucune femme et soupçonne qu'elles sont menacées par des démons. Tout le monde est surpris par la capacité de Lancelot à voir la vérité si rapidement. Il leur dit de ne rien consommer du village et sait que les créatures attaqueront pendant leur sommeil. Personne n'ose s'opposer au plan du capitaine de tendre une embuscade aux monstres, mais notre héros soulève une objection et lève la main pour proposer une idée. Les commandants disent à la recrue Blake d'arrêter de se la jouer et de respecter la décision de Lancelot, mais le capitaine leur dit d'arrêter, affirmant qu'il se fiche qu'il soit une recrue ou non. Il veut entendre l'opinion de cet homme. Notre protagoniste pense qu'ils ne pourront pas sauver les otages capturés avec la stratégie actuelle. Mais le capitaine dit qu'il ne sait pas où sont les ennemis, et Blake a l'intention de les chercher jusqu'à la tombée de la nuit. Les autres ne croient pas que cela fonctionnera car le temps est court et les villageois n'aideront pas. Blake dit qu'il est possible de traquer les monstres en utilisant ses techniques de détection par barrière. Il explique que cette barrière détecte les cibles dans un certain périmètre. En transformant la barrière en particules, il peut enregistrer les mouvements de tous ceux qui la touchent. De cette façon, il peut détecter non seulement les personnes et les monstres, mais tout ce qui a une forme physique. Les commandants pensent qu'il ment car pour eux, les techniques de barrière sont inutiles. Pour prouver que ça marche, il dit qu'il y a 2 personnes derrière lui qui boivent de l'éau et qui bâillent. Ils sont choqués et pensent que tout a été mis en scène avec le mage de barrière. Lancelot décide de laisser leur escouade localiser la cachette des monstres et secourir les otages. Les autres pensent que même si les recrues passent à l'offensive, cela ne changera pas la situation. Cependant, le capitaine déclare que l'opération commencera la nuit. À la tombée de la nuit, le groupe du protagoniste marche à travers la forêt à la recherche de la cachette. Even est heureux que Lancelot ait confié une tâche si importante à des recrues comme eux. Thérèse pense que le capitaine ne croit pas vraiment qu'ils réussiront, et il demande si le vieil homme peut vraiment trouver les monstres. Il dit qu'il peut, mais que la portée n'est pas très grande, donc ils devront marcher un moment. L'équipe trouve le vieil homme anormal pour son âge et n'est même plus surprise. Clara pense que ce trio est incroyable, et que les techniques de barrière sont très puissantes. Mais chaque fois qu'elle est avec lui, elle se sent anxieuse et son cœur bat vite. Pendant ce temps, les mages royaux dorment dans leur cabane, et des monstres commencent à envahir leur chambre, prêts à les blesser. 3 créatures vicieuses atteignent le lit de Lancelot et tentent de le frapper avec un couteau. Avant qu'il ne puisse porter un coup, le capitaine les projette au loin avec sa magie. Réalisant que ce sont des hommes lézards de niveau 3, il pense qu'il le sous-estime. Les autres mages se sont rassemblés pour attaquer les hommes lézards et soutenir leur capitaine. À ce moment-là, des orques de niveau 4 sont également apparus pour compliquer les choses. Ils commencent à attaquer furieusement, frappant et blessant les mages royaux. Les mages commencent à paniquer face aux attaques furieuses des orques, mais Lancelot arrive et les attaque avec son sort de feu, éliminant la menace. Il continue à chercher d'autres monstres à abattre. Ses subordonnés remercient leur capitaine, mais un seigneur ORC de niveau 6 apparaît alors et ils sont terrifiés.
Ils pensent que ce n'est pas le genre d'ennemi qu'ils peuvent vaincre en raison de son haut niveau. À ce moment-là, le capitaine intervient et ils disent que Lancelot est invincible. Prenant l'initiative, il saute par-dessus l'orque géant et prépare 2 sorts. Lançant les 2 simultanément, il attaque l'orque et les gobelins en même temps. Une fois que sa magie extrêmement puissante se dissipe, il ne reste rien des monstres. Il atterrit au sol, et tout le monde commente à quel point le capitaine est incroyable. Voyant que les monstres sont organisés, il sait qu'il y a un commandant derrière eux. Soudain, quelque chose commence à émerger, et il se demande ce que c'est et commence à avoir peur. Pendant ce temps, le groupe entre dans une mine et trouve les femmes retenues en otage. Il les sauve toutes et elles sont éternellement reconnaissantes. Notre protagoniste remarque quelque chose d'étrange et se dirige vers là. Soudain, un ORC intelligent et massif se met à parler à Lancelot, lui demandant s'il se sent oppressé en présence du grand Barbarossa. Les mages royaux réalisent qu'il s'agit d'un être de niveau 8 et croient que leur capitaine va gagner. L'orque géant tente bientôt d'attaquer l'escouade de mages royaux avec son arme. Lancelot a utilisé beaucoup de magie dans les batailles précédentes et ne peut lancer qu'un seul sort de haut niveau de plus. Il ne peut pas se permettre de rater. Les mages royaux sont convaincus que leur capitaine ne perdra pas et vaincra le monstre géant. Esquivant plusieurs frappes du monstre, le capitaine est concentré, se croyant invincible. Jusqu'à ce que soudainement, un coup le touche et l'envoie voler, effrayant tout le monde. Le monstre gigantesque déclare que ce sera la fin du capitaine Lancelot. Quand il touche le sol, il détruit tout avec son arme massive. Mais le monstre prend peur quand il voit une barrière magique qui l'a protégé et sauvé. Celui qui a créé la barrière était Blake, notre protagoniste. Le mage de barrière dit qu'il est arrivé juste à temps, et les mages royaux sont choqués qu'il ait pu arrêter l'attaque de la hache géante. Puis il demande à Lancelot s'il veut qu'il soigne ses blessures. Il lance un sort pour guérir les blessures du capitaine. Lancelot réalise que c'est de la magie sacrée et pensait qu'il n'utilisait que de la magie de barrière. Blake dit que c'est une technique de barrière de guérison qui utilise la purification et la régénération. Un ORC géant de niveau 8 lui demande comment il ose rester calme devant lui, devenant extrêmement enragé et chargeant notre protagoniste. Mais son attaque est arrêtée par la barrière de Blake et n'atteint aucun d'eux. Il demande à Lancelot s'il y a une chance de gagner, et il répond qu'il a un sort de haut niveau pour anéantir l'orque. Cependant, il a besoin de temps pour récupérer, et l'orque doit avoir sa garde baissée pour être touché. Notre héros dit qu'il le couvrira et continuera d'utiliser les barrières pour la défense. Pour que l'orque ne remarque pas l'arrivée du sort de haut niveau, Blake va se battre. Lancelot est choqué et demande comment il va se battre avec seulement des techniques de barrière défensive. Démontrant en pratique, notre protagoniste crée des barrières autour de ses mains et de ses pieds. Avec l'énergie qui parcourt son corps, il bondit en avant avec une grande force. Il parvient à voler en utilisant les barrières, surprenant même le monstre. Puis il percute la créature géante avec une telle force qu'elle est projetée au loin et tombe au sol malgré son corps massif, ce qui rend le monstre encore plus enragé. Mais le mage continue d'utiliser la barrière sous ses pieds pour sauter haut. Atteignant la hauteur du monstre, il prépare un coup de poing avec des barrières entourant ses doigts, délivrant un coup puissant au monstre. Au moment où il est étourdi, Blake crie au capitaine de lancer son sort. Lancelot obéit et prépare sa puissante magie de haut niveau, tirant un sort extrêmement puissant de flamme et d'énergie spectrale. Instantanément, il anéantit l'orque de niveau 8. Quand l'explosion magique se termine, la créature est au sol, complètement brûlée et blessée. Tout le monde célèbre la défaite du géant et n'attendait pas moins du capitaine. Lancelot, épuisé, dit qu'ils ont réussi d'une manière ou d'une autre. Avant qu'il ne perde connaissance, notre héros l'attrape par le bras et loue sa magie, disant qu'elle était incroyable, et le capitaine lui retourne le compliment. Cependant, tout le monde ne reconnaît que l'effort du capitaine Lancelot et non celui de Blake. Ils disent qu'il aurait gagné facilement si Blake n'était pas intervenu et l'accuse d'avoir volé la gloire. Lancelot leur dit d'arrêter ses commentaires car sans lui, il n'aurait pas gagné. Malgré ça, notre héros dit que le capitaine aurait pu gagner sans lui, en fait. Il explique que le capitaine est humain. Il n'est ni parfait ni invincible. Peu importe sa force, il reste mortel, et ses camarades devraient se battre à ses côtés. Les mages royaux demandent s'il se moque du capitaine. Le protagoniste se met en colère et dit qu'il sait ce que c'est que de se battre seul, et qu'il connaît maintenant la paix d'avoir des gens à ses côtés. Il reconnaît aussi qu'aucun humain n'est parfait, et que le capitaine est aussi humain. Les mages royaux sont irrités et s'en vont, offensés. Peu après, les otages ont été ramenés sains et saufs au village. Le chef du village a admis qu'il était menacé et a demandé leur pardon. L'identité de l'oiseau rouge géant reste inconnue, et de nombreuses questions subsistent. Après cela, ils sont retournés à la capitale royale. Le trio était loin de chez eux depuis longtemps et était épuisé. À ce moment-là, quelqu'un interpelle notre héros pour lui parler. Lancelot l'invite au bar et s'excuse pour cette invitation soudaine. Pour la première fois, quelqu'un invite Blake à manger, et il en est heureux. Le capitaine dit que c'est la première fois qu'il invite un ami à faire quelque chose comme ça. Ils abandonnent les formalités et s'appellent par leur vrai nom. Les deux portent un toast au fait d'être juste deux hommes ordinaires. Ils trinquent à nouveau au fait d'être deux personnes imparfaites. Après cela, les deux passent des heures à rire et à s'amuser au bar comme de vrais amis. De retour à la capitale royale, notre protagoniste a un jour de congé et se promène seul dans les rues. Beaucoup de choses se sont passées récemment, et il ne sait pas ce qui va suivre. Grâce à l'héroïne Alice qui est maintenant entrée dans sa vie,
Il sait qu'il doit la remercier. Pendant ce temps, une personne encapuchonnée le bouscule en courant et s'excuse rapidement. Blake demande si elle est blessée, et soudain la jeune fille lui saisit la main, entraînant le mage vers un endroit qu'il ne connaît pas encore. Les chevaliers royaux cherchent la jeune fille qui est en fuite. Ils se demandent où elle est passée et commencent à la chercher. Ils se cachent tous les deux, et elle s'excuse de l'avoir entraînée comme ça. Ils réalisent que c'est l'héroïne Alice qui fuit les gardes insistants. La jeune fille dit qu'elle a entendu parler de ses récents exploits et que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Blake dit qu'il n'a rien fait de spécial et demande pourquoi Alice est poursuivie. Excitée, la jeune fille dit qu'elle fuit son travail. Les préparatifs pour célébrer la chute du roi démon et d'autres événements auxquels elle est forcée d'assister. Elle doit rencontrer des milliers de personnes importantes. De plus, elle doit répondre à des lettres et s'occuper d'importants documents administratifs. Notre héros imagine que ça doit être très difficile. Eda et les autres y vont aussi, mais ils n'ont pas autant de travail que Alice, qui est débordée. C'est pourquoi elle a fui ses responsabilités et ne pense pas aux conséquences. Blake comprend que Alice avait besoin de changer d'air pour se calmer. Il demande alors si l'héroïne veut sortir avec lui pour se changer les idées. Puisqu'elle a tant fait pour lui, il veut la remercier convenablement. Sans réfléchir à deux fois, la jeune fille accepte l'invitation de notre héros. Elle ne savait pas qu'un tel endroit existait si près de la capitale royale, et il s'avère que c'est le lieu préféré d'Alice. Blake demande s'il peut s'immiscer dans l'espace personnel où Alice vient quand elle veut être seule, et elle le lui permet. Elle sort alors plusieurs plats de sa boîte à lunch pour qu'il les partage. Notre héros est impressionné par les sandwichs qu'elle a préparés. Il demande pourquoi il y a 2 sandwichs, mais elle ne s'explique pas. Il commence rapidement à manger, et notre protagoniste complimente le goût de la nourriture qu'elle a préparée. Il dit qu'elle est une excellente cuisinière, et Alice dit qu'elle est très douée pour les tâches domestiques, bien qu'elle soit une héroïne. Notre protagoniste ne trouve pas ça étrange du tout. Alice explique qu'avant de devenir une héroïne, elle n'était qu'une fille ordinaire vivant dans un simple village. Juste une fille ordinaire, douée pour les tâches ménagères, sans pouvoirs spéciaux. Jusqu'au jour où elle a reçu une révélation et la bénédiction de la déesse Altria. À partir de ce jour, elle est devenue une héroïne. Celle qui a reçu des visions sur la façon de vaincre le roi démon. Elle a subi un entraînement rigoureux pour devenir une guerrière. Elle n'avait même jamais tenu une épée auparavant et a fini avec des ampoules aux mains. Elle admet que c'est incroyable qu'elle soit devenue forte si vite et qu'elle ait trouvé le maniement de l'épée amusant. Elle suppose que ce doit être du talent, et Blake convient qu'elle est devenue très forte en peu de temps. Alice dit que l'entraînement était difficile. Les ennemis étaient très forts, et elle avait peu de compagnons. Après avoir fait de gros efforts, la jeune fille a réussi à trouver un moyen de vaincre le roi démon. Elle dit qu'il y a peu de monstres maintenant, et que la plus grande menace a déjà disparu. Maintenant, la paix est revenue, et tout le monde peut sourire, mais elle est toujours une héroïne. Blake dit qu'il n'est qu'un vieux mage qui a passé 30 ans à créer des barrières et ne connaît rien du monde. Alice lui demande pourquoi il se dévalorise soudainement comme ça. Même quelqu'un comme lui a des convictions et des choses que lui seul peut faire. Notre protagoniste avoue qu'il veut protéger Alice. Il a continué à placer des barrières dans le royaume des démons pour protéger tout le monde, et il en va de même pour elle. Alice est une héroïne et l'humaine la plus forte du monde, et elle demande s'il veut toujours la protéger. Blake se fiche qu'elle soit une héroïne. Il veut protéger Alice en tant que personne. Pour lui, Alice est une fille merveilleuse, attentionnée et travailleuse. La jeune fille ne sait même pas comment réagir à tant de compliments de la part du mage. Elle le remercie simplement et avoue être frustrée par tout. En partant, elle remercie notre protagoniste pour la merveilleuse journée qu'elle a passée, puis dit qu'ils pourront de nouveau aller quelque part ensemble. Après qu'elle lui ait dit au revoir, on voit quelqu'un espionner notre héros, Gunther, l'ancien vice-capitaine de la 5e division, qui maudit le protagoniste et espère sa mort. Un mage royal annonce que Gunther sera transféré dans la région de Mable. Il devient furieux d'être rétrogradé et insulte l'homme, qui se justifie en disant que Gunther a abusé de son autorité et a eu une conduite extrêmement répréhensible, causant même des problèmes à l'unité d'entraînement. Ce mage royal dit qu'il a atteint ses limites et qu'il ne le couvrira plus. Même après tous les avantages qu'il a donnés à ce mage, il se sent maintenant trahi par lui. L'homme dit que former une équipe avec lui était une erreur, et qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il serait aussi stupide. Lui disant de recommencer à la frontière du royaume voisin, l'ancien vice-capitaine devient furieux d'être renvoyé, réagissant négativement et agressivement, passant sa rage à coups de pied. Tout le monde autour de lui le regarde de travers, et il se sent profondément humilié. Les mages royaux de la capitale trouvent amusant ce qu'il s'est infligé et la façon honteuse dont il a fini. Complètement enragé, Gunther déchaîne un sort de feu tout en maudissant les mages. Le lendemain, il est renvoyé de son poste par un mage de rang supérieur. Il essaie de se justifier en disant qu'il détient un haut rang de noblesse, mais l'homme dit qu'il devrait être en prison et s'estimer heureux de n'être que renvoyé. Se disant qu'il était autrefois essentiel pour le pays, Gunther se demande pourquoi il est traité de cette façon. Tombant à genoux dans la rue, les gens l'ignorent et lui claquent la porte au nez. Il pense que Alice, l'héroïne, pourrait comprendre sa valeur. Après tout, il est tombé amoureux d'elle au premier regard quand ils se sont battus côte à côte et qu'il visait le poste de capitaine. Il pensait qu'elle remarquerait peut-être son charme jusqu'à ce que Blake apparaisse, et que la jeune fille oublie complètement Gunther. Cela lui a fait ressentir beaucoup d'envie et de jalousie, et il qualifie Blake de racine de tous les maux.
Il ne cesse de se demander où est Alice pour pouvoir lui parler, jusqu'à ce qu'il trouve l'héroïne dans la rue aux côtés du mage des barrières. Avant qu'il ne puisse se réjouir de les voir, il cesse de retrouver face à son ennemi juré. En les regardant tous les deux, il se demandait pourquoi cela arrivait. Après tout, il croyait que c'était lui qui devrait être là, à sortir avec la guerrière. Et ainsi, son rêve de l'épouser et de vivre à ses côtés fut brisé. Cela lui a fait ressentir une rage profonde envers le mage de barrière, souhaitant sa mort. Il conclut qu'il devrait anéantir Blake et prendre Alice pour lui, disant que l'héroïne lui appartenait depuis le tout début. Dans la capitale royale, toutes les recrues se tenaient en formation. Avec toutes les unités rassemblées au même endroit et tout le monde réuni, ils se sont tous présentés pour célébrer la cérémonie de soumission du roi démon. Il allait annoncer les postes assignés, en commençant par le garde de la porte principale de l'unité, puis celui chargé d'escorter Dame Alice et son équipe de héros. Le groupe espère faire partie de l'équipe d'escorte, et quelque temps plus tard, il finit d'annoncer tous les rôles. Le garçon aux cheveux roux se demande pourquoi tous les mages royaux les fixent jusqu'à ce que Clara réalise qu'ils font partie de l'équipe qui escortera Alice et les héros. Tout le monde est choqué d'apprendre qu'ils font partie de cette équipe. Les mages royaux n'aiment pas l'idée que des recrues s'occupent de l'escorte. Lancelot dit rapidement que c'était une recommandation personnelle d'Alice elle-même. Ils se sont comportés admirablement lors de l'attaque des monstres. Blake a l'exploit d'avoir vaincu Seigneur Gunther et a la confiance d'Alice et d'Eta. Tout le monde convient qu'il est vraiment assez fort pour se battre aux côtés du capitaine. Le capitaine déclare que c'est la décision finale et leur ordonne de remplir leurs devoirs respectifs, et les mages lui obéissent. Surprise, le quatuor arrive devant la chambre de l'héroïne. Even a l'impression qu'il va vomir à cause de sa nervosité. Les filles trouvent cela désagréable et lui disent de se retenir, mais elles tremblent toutes d'anxiété, et n'ont d'autre choix que d'entrer dans la pièce. Dès qu'il entre, l'héroïne Alice et la sorcière Etta les attendent déjà. Ils sont surpris de les voir toutes les deux si proches. Notre protagoniste les salue comme s'il était déjà proche d'elle. Alice dit qu'elle a entendu parler de l'excellent travail de Blake pour vaincre les monstres. La sorcière s'attendait déjà à cela de sa part, et le quatuor est impressionné par leur proximité et leur familiarité apparente. Ils s'assoient avec les chevaliers royaux et deviennent très nerveux jusqu'à ce que l'héroïne dise qu'ils ne leur feront pas de mal et qu'ils peuvent se détendre. Thérèse pense que les deux sont très amicales, mais les chevaliers sont effrayants. Les deux disent qu'elles ont recommandé Blake parce qu'elles connaissent très bien ses capacités. Les jeunes filles qui accompagnent Etta trouvent très rassurant de le voir là. Clara est choquée que tant de personnes incroyables connaissent le vieil homme, ce qui indique qu'il n'est pas une personne ordinaire. Le rouquin avait déjà réalisé à quel point il était incroyable, mais ne s'attendait pas à ce que ce soit à ce niveau. L'un des chevaliers fait une suggestion à l'héroïne et demande si les trois qui accompagnent Blake sont aussi forts, disant qu'ils ne dégagent pas l'aura de personnes fortes. Ils ressemblent à des mages débutants, peu importe comment on les regarde. Il suggère qu'ils devraient peut-être être remplacés par des mages plus expérimentés. Les trois jeunes admettent qu'ils ne sont peut-être pas si utiles. Mais quoi qu'il en soit, Blake leur fait confiance. Clara se lève et demande à être autorisée à faire partie de la mission. Les trois disent qu'ils peuvent le faire et que personne ne sait vraiment de quoi ils sont capables. Le chevalier royal leur demande s'ils peuvent passer un test avec lui. Les trois se tiennent donc devant lui dans une arène. Il dit que les règles sont simples. S'ils parviennent à le toucher une seule fois, ils gagnent. Et le chevalier royal n'utilisera pas la magie, se mettant ainsi en désavantage. Les trois n'apprécient pas la façon dont il les regarde de haut. Agacé, le rouquin lui dit de ne pas faire cette tête et prépare un sort de feu. Les trois préparent leur sort et attaquent le mage royal ensemble. Après qu'ils soient tous les trois au sol, ils demandent si c'est déjà terminé. Even est choqué qu'il ait esquivé toute leur magie. Ce chevalier royal prétend avoir été entraîné par Dame Walburga et dit qu'il ne perdrait pas contre des mages comme eux. Walburga faisait partie de l'avant-garde des héros de l'épée sacrée, un génie de l'art du sabre. Elle a beaucoup d'expérience dans le combat contre les mages, il est donc impossible de le vaincre. Le chevalier royal ne peut pas confier la mission d'escorte à des humains sans pouvoir. Il demande combien de jours il reste avant la cérémonie, et Alice répond qu'il y a 3 semaines. Blake demande s'ils seraient acceptés dans l'équipe s'ils devenaient plus forts par eux-mêmes. Le chevalier royal dit qu'il les évaluera 3 jours avant la cérémonie et décidera à ce moment-là. Notre héros leur demande ce qu'ils doivent faire, et le trio refuse d'abandonner et veut devenir plus fort. Les deux héroïnes disent qu'elles soutiennent l'équipe et leur souhaitent bonne chance. Le chevalier se demande ce qu'ils peuvent bien accomplir en seulement 3 semaines, mais dit qu'il observera leur performance. Le trio prévoit de tout donner à l'entraînement pour devenir plus fort. Ils se dirigent vers la forêt de Mecha, affrontant des monstres géants de haut niveau. Ils crient et fuient les monstres de niveau 3, pris de peur, pensant qu'ils ne peuvent pas gagner. Pendant que le protagoniste, flottant sur une barrière, leur dit qu'ils peuvent gagner. Il dit qu'ils ne deviendront pas plus forts s'ils fuient le combat. Le rouquin rassemble son courage et lance sa magie de feu sur les monstres, mais la créature esquive et atterrit juste devant Evan. L'homme lézard s'arrête juste devant lui. L'adolescent réalise que leur sort n'était pas très efficace et ne sait pas quoi faire. Blake dit qu'ils doivent découvrir par eux-mêmes comment survivre et devenir plus forts. L'homme lézard est sur le point d'attaquer férocement le rouquin. Mais avant qu'il ne puisse achever Even, notre protagoniste intervient et crée une barrière. Il dit qu'il les protégera si les choses deviennent trop difficiles, mais il motive ensuite le trio, leur disant qu'ils peuvent y arriver. Thérèse dit qu'ils peuvent devenir plus forts s'ils sont bien préparés.
Clara dit de se souvenir des paroles du vieil homme afin d'être prêt. Cependant, Blake parle de magie. Il ne peut enseigner que les techniques de barrière et connaît les bases de l'entraînement physique. Ils ne savent pas quelle direction prendre, mais notre héros leur dit d'utiliser les cartes qu'ils ont déjà en main. Se souvenant de cette conversation qu'ils ont eue avec le vieil homme, ils comprennent ce qu'ils doivent faire maintenant, améliorer leurs compétences physiques grâce à la magie. Ainsi, lorsque la prochaine attaque de l'homme lézard arrive, la fille l'esquive facilement. Puis le rouquin le frappe avec du feu en utilisant son sort. Pour la première fois, cela semble fonctionner, et le lézard est un peu brûlé. C'est alors que Thérèse apparaît, disant à la créature de ne pas se laisser distraire, tout en lançant déjà son sort. C'est totalement efficace et anéantit le monstre de niveau 3. Le trio est ravi de la victoire et décide de s'en tenir à cette formation. Notre protagoniste reconnaît qu'en combattant ensemble, ils démultiplient leurs forces, et que s'ils s'entendent bien, ils deviendront encore plus forts ensemble. Le deuxième jour d'entraînement, le protagoniste leur fait escalader une montagne pour améliorer leur endurance et leur force. Le troisième jour, ils commencent à comprendre leurs propres capacités et à utiliser des sorts de nouvelles manières, comme la guérison. Plusieurs jours passent, et ils commencent à améliorer considérablement la qualité de leurs sorts. Puis, 3 jours avant la cérémonie, le chevalier royal annonce que l'évaluation aura lieu à nouveau. Even est déterminé à agir différemment cette fois et à ne pas perdre. Dès que le chevalier royal voit qu'ils sont trop confiants, il se demande si Blake les a encouragés. Mais il ne voit aucune valeur dans une fausse confiance. Après tout, ils sont sur le point d'affronter la dure réalité. Le rouquin pense qu'il devrait attaquer en premier pour s'assurer la victoire et lance son sort de feu. Cependant, le chevalier tranche le sort avec sa faux et dit que c'était inutile. Mais Thérèse apparaît alors derrière lui, préparant son sort violet. Pourtant, le chevalier esquive également cette attaque et dit qu'elle est tout aussi inutile. Il essaie de frapper la fille qui esquive, et il avait pensé que ce coup porterait. Il réalise qu'ils ont amélioré leurs capacités physiques et leurs compétences pendant ce temps. Il remarque aussi qu'ils se battent bien en équipe. La bataille continue avec le trio qui attaque et lui qui part leur coup. Au bout d'un moment, le trio commence à se sentir fatigué et voit qu'il est vraiment très fort. Il décide de tout miser sur une dernière séquence d'attaque. Il charge le chevalier royal dans une formation tactique qu'il avait déjà entraînée. L'équipe prévoit d'utiliser leur magie nouvellement acquise à l'unisson, puis les trois lancent en même temps des sorts massifs de niveau intermédiaire. Le chevalier royal parvient à trancher les énormes sorts lancés sur lui, mais il finit épuisé. Even est frustré qu'il ait esquivé et évité leur puissante attaque combinée. À ce moment-là, Alice déclare que le combat est terminé, et ils se sentent vidés de leur magie, sentant qu'ils l'ont perdu. Blake leur dit qu'ils devraient être fiers car ils sont devenus plus forts en seulement 3 semaines. Le chevalier s'approche d'eux et leur dit qu'ils ont réussi le test même s'ils l'ont perdu. Avec une fissure dans son armure, il dit que c'était un sort impressionnant. S'agenouillant devant eux, il dit qu'ils sont devenus visiblement plus forts en 3 semaines. Il dit qu'ils s'en sortiront bien dans la mission d'escorte, et le vieil homme est fier d'eux. Le trio est très heureux de recevoir cette récompense pour leur dur labeur. Alice remarque qu'ils ont une relation de type maître-disciple. Elle est convaincue qu'avec l'équipe de Blake, la cérémonie se déroulera sans encombre. Cependant, la sorcière sait qu'il y aura encore des rumeurs et espère que tout se passera bien. Pendant ce temps, on voit Gunther, l'air maladif, errer dans les rues avec une mine affreuse. Enfin, le jour de la cérémonie de subjugation du roi démon arrive. Tout le monde en ville fait la fête et acclame l'équipe des héros qui défilent en calèche. Le trio de jeunes est impressionné par la taille de la foule et sait qu'il doit escorter l'héroïne comme il se doit. Blake remarque que les compagnons des Alice sont dans une calèche tirée par un dragon derrière eux. Soudain, l'héroïne arrive et veut parler à notre protagoniste. Cependant, ils pensent qu'ils doivent maintenant se concentrer sur leur travail. En ce moment, ils sentent qu'ils ne peuvent se permettre aucune chance d'échouer. Après tout, selon les mots du chevalier royal, l'héroïne et ses compagnons sont des cibles vivantes. Il a commenté qu'il y a eu de nombreuses tentatives répétées pour enlever ou éliminer les héros. C'est pourquoi le groupe existe pour protéger la vie de chacun d'entre eux. Blake sait qu'ils doivent être plus vigilants que d'habitude. Pendant ce temps, l'ancien vice-capitaine de la 5e division observe tout depuis la foule, brûlant de haine pour notre protagoniste et voulant l'anéantir, jusqu'à ce qu'il se mette soudain à courir vers la calèche transportant les héros. Puis tout le monde remarque que la personne frénétique est Gunther. Tous les soldats royaux se précipitent vers lui, ne montrant aucune pitié s'il tente de résister. Il répète frénétiquement que Alice sera à lui et qu'il éliminera Blake. Les gardes royaux le chargent, et il les enflamme avec sa magie. Le public est terrifié par les flammes de son sort, et tout le monde remarque que c'est un mage. La sage sorcière apparaît derrière lui et lance un sort d'eau. Elle apaise les brûlures du soldat royal. Le groupe de jeunes le charge et maîtrise l'homme à main nue. Il commence à devenir furieux, mais il ne peut résister et s'effondre au sol, maudissant et fulminant contre Blake et les héros, disant que si Alice n'est pas à lui, il brûlera tout avec sa magie. À ce moment-là, il lance un torrent de flammes en direction de l'héroïne. Mais avant que cela ne puisse l'atteindre, notre héros la protège avec une barrière. Cela rend Gunther encore plus en colère contre le mage des barrières. Notre héros apparaît aux côtés des héroïnes, maîtrisant l'ancien vice-capitaine. Alice lui demande pourquoi il fait ça, et Gunther répond qu'il la veut à ses côtés. Il dit qu'il aime l'héroïne comme au jour où ils se sont avoués leurs sentiments. Cependant, la jeune fille dit qu'ils ne se sont presque jamais parlé,
et que cette conversation n'a jamais eu lieu. Alors qu'il est emmené par les gardes, il insiste sur le fait qu'ils ont beaucoup parlé. Puis il continue de crier qu'il veut qu'elle l'aime à nouveau. La sorcière sait qu'il ne peut pas distinguer les illusions de la réalité. Alice dit qu'elle n'est jamais sortie avec personne car elle n'a pas de temps pour l'amour. À ce moment-là, la sorcière de 13 ans s'adresse à la foule et leur dit que le forcené a été arrêté et que tout va bien maintenant. Tous les citoyens se calment grâce à la présence des héros. Ils poursuivent leur chemin, heureux d'avoir de bons mages pour les escorter. Ils font l'éloge de Blake pour avoir lancé une barrière et sauvé Alice. Ils disent aussi que le trio est très compétent et qu'ils ont été utiles. Blake dit que les gens les voient comme des nuls, mais qu'ils sont excellents. Ils n'ont simplement pas encore réalisé tout le potentiel qu'ils ont. Quand les jeunes arrivent au château, ils sont impressionnés par son luxe, surtout le rouquin qui est extrêmement excité par la richesse du lieu. Blake dit qu'ils ont été invités par les héros, et qu'il y a une bonne raison d'être heureux. Clara fait remarquer qu'il attire beaucoup l'attention et qu'il devrait se calmer un peu. Alice et la sorcière apparaissent soudainement, leur demandant s'il apprécie la cérémonie. Les deux filles sont extrêmement bien habillées pour la cérémonie de subjugation du roi démon. Tout le monde complimente les deux filles, y compris notre protagoniste qui dit qu'elles sont magnifiques. Alice et Etta sont gênées et remercient le vieil homme pour le compliment. Lancelot apparaît et dit que Blake Sen est très bien sorti jusqu'à présent. Cependant, il dit que son équipe a fait bien mieux que lui. L'équipe pense qu'il est juste modeste, mais Even devient prétentieux. Blake fait également l'éloge des capacités de guérison de Clara, et elle devient timide face aux compliments. Alice demande quand ils sont devenus si proches du capitaine Lancelot, disant que c'est inattendu. Tout le monde continue de discuter et de s'amuser, ainsi que de bien manger et boire. Cependant, les invités de haut rang ne semblent pas apprécier l'équipe qui écoute les héros. Blake se sent même mal à l'aise en présence de la foule. Vient alors la question, où sont les autres héros, Walburga et Hermina? La sorcière dit que Walburga ne participe pas à la cérémonie, et que Hermina est actuellement occupée. Notre protagoniste voulait seulement saluer les héros. Puis la musique commence à jouer pour ouvrir le bal. Pour cette raison, Alice invite notre protagoniste à danser. Blake dit qu'il n'a jamais dansé auparavant, mais finit par rejoindre l'héroïne pour une danse. Elle lui dit de simplement suivre ses pas et que tout ira bien. Il danse glorieusement et magnifiquement. Les autres filles sont un peu envieuses, tandis qu'Even trouve tout cela très amusant. Ensuite, le mage des barrières invite la sage sorcière à danser. Elle accepte immédiatement, et il danse aussi adorablement. Alice remarque que le capitaine Lancelot sourit. Le capitaine est surpris de voir comment son propre comportement a changé après avoir rencontré le mage des barrières. L'héroïne pense que c'est une personne spéciale qui influence positivement tout le monde autour de lui. Il commente également que Gunther a été influencé de manière négative par lui, bien qu'il soit une personne méprisable. Il demande ce qui va lui arriver, et le capitaine dit qu'il est conduit à la guillotine, ajoutant que son obsession l'a mené à ce point et que ce n'est pas la faute des Alice. Quelques jours passent et la cérémonie prend fin. Notre protagoniste dit qu'après la cérémonie, ils devront partir pour une autre expédition sur un autre continent. Ça va être difficile. Alice dit que c'est le destin du groupe des héros, et qu'ils doivent annoncer la défaite du roi démon. C'est aussi pour démontrer la puissance du royaume des Andria, bien qu'Etta préférerait faire des recherches sur les barrières. L'héroïne dit que s'il se passe quelque chose dans la capitale royale, il devra s'en occuper. Notre protagoniste dit qu'il fera ce qu'elle lui a dit. Puis la sage sorcière lui chuchote à l'oreille, disant qu'elle veut jouer avec lui la prochaine fois qu'elle reviendra. Il promet de jouer avec elle, puis les deux filles partent en calèche. Blake leur souhaite un bon voyage vers le prochain continent. Après leur départ, le capitaine dit que c'est la première fois que le groupe des héros quitte la capitale depuis la défaite du roi démon, et il espère que rien de mal ne leur arrivera. Pendant ce temps, Gunther, le maniaque, semble préparer quelque chose de sinistre en prison. Une semaine après le départ du groupe des héros, le temps passe sans qu'aucun incident étrange ne se produise. Mais pendant ce temps, en prison, Gunther semble manigancer quelque chose dans son esprit. Plusieurs semaines passent, et les jeunes continuent de s'entraîner à la magie jusqu'à ce que les mages déclarent l'entraînement terminé, et le trio est épuisé. Even dit que ce n'était qu'une autre journée d'entraînement et qu'il veut partir en mission. Les filles trouvent ça fou et sont même reconnaissantes qu'il n'y ait pas de mission, mais le rouquin est devenu si fort qu'il veut un défi vraiment excitant. Cependant, il remarque un regard étrange du vieil homme et lui demande s'il est en colère. En réalité, le vieil homme sentait que quelque chose approchait. Les chevaliers royaux annoncèrent qu'une vague massive de miasmes approchait. Toutes les personnes présentes sont choquées d'entendre cela. Blake et le capitaine Lancelot, ainsi que les autres mages, s'envolent pour vérifier la situation. Ils remarquent une énorme vague de miasmes se dirigeant vers la ville. Les habitants sont terrifiés en voyant la fumée noire approcher et commencent à fuir. Une petite fille tombe par terre, et sa mère la protège, pensant qu'elles seront consumées par la fumée. Mais notre protagoniste intervient et crée une barrière autour d'elle. Il crée alors une barrière sur toute la capitale royale pour purifier les miasmes, protégeant tout le monde et faisant disparaître la fumée de la capitale, repoussant les miasmes comme le capitaine l'attendait de Blake, sauvant ainsi tous les habitants de la ville. Et le mage dit qu'il peut maintenir cette barrière pendant quelques mois. Cependant, il ne peut pas utiliser le cercle magique dans ce cas. Les mages continuent de léviter au-dessus de la ville pour évaluer la situation. Ils voient plusieurs mages fous massacrer des gens dans les rues avec leur sort.
Le capitaine Lancelot se demande si une guerre civile commence, demandant aux mages de maintenir la barrière et à chaque escouade de défendre sa zone désignée. Il se demande s'il s'agit d'une invasion d'un autre continent ou simplement d'une rébellion. Pendant ce temps, les jeunes courent pour sauver les gens qui se font anéantir dans les rues en plein jour. Cependant, le capitaine Lancelot parvient à secourir des civils en demandant aux escadrons de faire de même. Ainsi commence une guerre entre les mages de la capitale royale et les mages criminels. Ils commencent à évacuer la ville et à protéger les civils. Les mages fous chargent les mages de la capitale royale pour les éliminer. Mais le groupe d'Even et les deux filles parviennent à esquiver. Cependant, les criminels n'arrêtent pas de les attaquer et essaient de les éliminer à tout prix jusqu'à ce que Thérèse renforce les deux autres pour les rendre plus forts. Alors Clara et Even chargent les mages criminels qui les attaquent, les frappant avec leurs sorts et les abattant avec une relative facilité, disant que comparé à l'entraînement de Blake, c'est beaucoup plus facile. La jeune fille pensait vraiment qu'elle allait mourir pendant l'entraînement du vieil homme. Maintenant, ils sont encerclés par plusieurs mages criminels et se demandent combien ils sont. Ils n'ont d'autre choix que de se battre et d'utiliser leurs sorts pour vaincre ces mages. Un enfant dans la rue est sur le point d'être incendié par les mages fous jusqu'à ce que Thérèse donne tout ce qu'elle a pour sauver l'enfant et empêcher le sort de les atteindre. Dès que la boule de feu explose, tout le monde est sous le choc, pensant que la jeune fille a pu être touchée. Mais le héros a créé une barrière autour d'eux, les sauvant et empêchant leur mort. Notre protagoniste commence à créer des barrières autour de tous les citoyens qui étaient sur le point d'être tués par les mages. Le capitaine est surpris de voir tous les civils protégés par des barrières. Il se rend compte que tout cela est maintenu par Blake, le mage de barrière, qui a créé une barrière pour chaque personne vivante dans la ville. Clara continue d'attaquer les mages criminels sans arrêt. Après les avoir vaincus, il se dirige vers une autre fille qui tient un enfant dans ses bras. Elle répète que la barrière du vieil homme l'a protégée et lui a sauvé la vie. Il remercie la déesse pour cela et remarque que le vieil homme n'est pas près d'eux et réalise qu'il doit lancer cette magie depuis un endroit éloigné. Il regarde aussi autour d'eux et remarque des barrières couvrant tout le monde dans la ville. Il se demande comment il peut protéger chaque personne de la capitale royale comme ça, mais il s'en doutait déjà. Venant du vieil homme, il savait qu'il était incroyable. Lancelot remarque que toutes les barrières protégeant les habitants de la capitale royale sont de Blake. Les mages se plaignent que l'armée rebelle compte un très grand nombre de personnes. Le capitaine demande s'il y a des troupes supplémentaires de l'Académie des mages pour les aider, mais il semble que non. Lancelot sait que s'il abandonne sa position, les citoyens seront en danger, et il faudra trop de temps pour atteindre le château. Il ordonne à ses mages de quitter la zone avec les troupes de chevaliers. Après tout, Blake va les soutenir en ce moment. Les mages réalisent que le capitaine fait beaucoup confiance aux mages de barrière, car normalement, il serait retourné lui-même. Pendant ce temps, le capitaine lance ses sorts et compte sur le mage Blake. Tous les mages ennemis commencent à attaquer les chevaliers royaux en même temps. Les chevaliers refusent de laisser ces criminels entrer dans le château, mais les fous sont très forts et continuent de leur lancer des sorts sans arrêt. Puis ils commencent à envahir le château. Cependant, avant de pouvoir entrer, ils se heurtent à l'une des barrières de Blake et réalisent que l'entrée du château est protégée par le mage de barrière. Après cela, ils sont attaqués par les chevaliers royaux à coups d'épée, étant éliminés sans pitié, et ils remercient le mage de barrière qui soutient tout cela. Notre protagoniste remarque d'autres mages criminels lançant des sorts dans sa direction. Cependant, il bloque facilement les sorts venant vers lui jusqu'à ce qu'un homme avec une main de pierre surgisse par derrière et lui attrape la jambe, le prenant par surprise. Dès qu'il tombe au sol, une des barrières disparaît, et l'homme qui a fait sa remarque qu'il n'a pas une seule égratignure. Puis il se retrouve face à Gunther et réalise que cette rébellion a été déclenchée par lui. Le méchant lui demande comment il ose parler à un mage de haut rang et noble comme lui, déclarant et criant qu'il anéantira notre protagoniste. Puis il dit qu'il a perdu son sang-froid et prétend être un noble chevalier. Blake lui demande s'il n'est pas censé être en prison, et le méchant répond qu'il avait des partisans qui l'ont fait sortir. Cependant, il n'explique pas comment cela s'est produit après tout. Il a l'intention d'anéantir Blake et ne voit aucune raison d'expliquer quoi que ce soit. Notre héros lui demande pourquoi il fait ça, et le méchant répond que c'est entièrement à cause du mage de barrière, qui est une personne sans valeur. Il dit que c'est de sa faute s'il a été renvoyé et envoyé en prison au-delà de la frontière. Et en plus de ça, il a emmené sa bien-aimée Alice avec lui. Tout cela s'est mis en travers de son chemin, donc c'est la faute du mage de barrière. Mais le protagoniste lui demande si ce n'est pas juste le karma. Après tout, s'il avait fait les bonnes choses, il ne serait pas dans une situation aussi pitoyable. De plus, il dit que Alice ne l'a jamais vu comme un amant. Cela commence à mettre sérieusement en rage l'ancien vice-capitaine royal. Alors que notre héros lui dit d'arrêter de blâmer les autres pour avoir ruiné sa propre vie, l'homme entre en frénésie et dit qu'il va brûler notre héros jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Peu importe sa force. Il maintient trop de barrières à la fois et ne pourra pas faire face à Gunther. De plus, ce sont tous des combattants expérimentés. Enfin, le fou accomplira sa vengeance et éliminera le protagoniste. Avec ses mages rebelles, il commence à lancer des sorts à pleine puissance sur le mage de barrière. Gunther se réjouit de pouvoir enfin anéantir le protagoniste. Il lance une attaque de groupe avec ses mages rebelles, mais notre héros se défend facilement d'une seule main, créant une barrière. Immédiatement, le criminel leur ordonne de lancer plus de magie pour briser sa barrière. Certains mages le poursuivent, et tout le monde commence à attaquer avec des sorts en même temps,
créant une vague massive de sorts puissants pour anéantir Blake. Il renforce sa défense avec son autre main, empêchant les sorts de le toucher. Mais après avoir tenu un moment, sa barrière commence à se fissurer, et il prend peur. Car à ce moment-là, le mage criminel lance plusieurs autres salves de sorts. Incapable de créer une autre barrière à temps, notre protagoniste commence à esquiver. De plus, en utilisant ses techniques de barrière, il esquive et bloque toutes les attaques, mais les mages n'arrêtent pas. Ils lancent tout ce qu'ils ont sur notre héros. Il place une barrière sur sa jambe et saute haut dans les airs pour échapper à l'explosion. Cependant, ils ne s'arrêtent pas une seule seconde et disent qu'il n'a nulle part où fuir. Notre héros crée une sphère avec sa barrière dans ses mains. Il utilise ensuite ses barrières pour se propulser en avant et s'éloigner des attaques en volant. Atterrissant au sol, il parvient à esquiver tous les sorts. Il sait qu'il ne peut pas utiliser toute cette puissance car il a une barrière entourant toute la capitale. Selon Gunther, il va se faire éliminer parce qu'il insiste pour protéger des citoyens sans valeur. Mais Blake dit que c'est grâce à eux tous qu'il peut se battre avec leur soutien. Le mage criminel s'irrite de ses bêtises et l'attaque à nouveau avec tout ce qu'il a. Mais notre héros esquive et prépare une contre-attaque. Il fonce droit sur les mages rebelles et les frappe avec ses barrières, en abattant plusieurs d'un coup avec facilité, laissant leur chef effrayé. Notre protagoniste explique qu'il s'agit d'une barrière mobile. Il dit que ces barrières ont des variations offensives et défensives, y compris une technique de barrière qui peut guérir les gens. Son ennemi devient fou et lui demande d'où lui vient tant de puissance magique. Après tout, les techniques de barrière sont censées être uniquement défensives, et seul un mage sacré peut soigner. Il dit que ce n'est pas normal qu'il puisse faire tout ça avec des techniques de barrière, mais notre protagoniste essaie d'expliquer qu'il s'est entraîné dur pour y arriver. Le méchant se met en colère et tente de l'attaquer une fois de plus. Avant qu'il ne puisse agir, notre protagoniste bouge plus vite et abat les mages rebelles restants, laissant le méchant seul et effrayé tandis que Blake dégage une puissance immense. Avec un regard menaçant, notre héros dit que Gunther est le dernier debout, et il lui demande pourquoi il ne se rend pas tout simplement. Mais l'ennemi a un atout dans sa manche et sort un cristal violet. Il le place alors dans sa bouche et l'avale. Une énorme quantité d'énergie violette commence à jaillir de son corps de manière incontrôlable. Des veines noires apparaissent sur tout son corps, et il dit qu'il est maintenant invincible. Il avait prévu de l'utiliser quand il serait avec Alice. Mais avec ce pouvoir, il peut même abattre un héros. Notre protagoniste commence à créer des barrières et dit qu'il ne laissera pas faire. Le méchant lui dit d'arrêter de jouer les protecteurs et prépare un sort massif. Il lance un tourbillon de magie violette maléfique, que notre héros bloque facilement avec une barrière. Cependant, elle se brise soudainement, le laissant sans protection et sous le choc. Une explosion massive se produit ensuite, avec notre protagoniste pris au milieu. Après avoir dit à l'homme d'arrêter d'agir comme un gardien et avoir brisé sa barrière, notre protagoniste a évité d'être touché en utilisant une barrière mobile pour s'échapper du centre de l'explosion. Cependant, le méchant n'arrête pas d'attaquer. Même avec Blake flottant maintenant au-dessus de la ville, notre héros continue d'esquiver et aucune des attaques ne le touche. Agacé, son ennemi lui demande s'il ne pourra même pas lui mettre le doigt dessus. Il commence à charger une attaque en spirale et dit que ce sera la fin de notre héros. Le méchant déchaîne ce coup massif et le protagoniste crée une autre barrière pour se protéger, qui finit par être brisée. Il est légèrement blessé, et l'ennemi dit qu'il est aux portes de la mort, et que ses barrières sont inutiles. Puis il dit que c'est un monstre, et qu'il mérite donc d'être anéanti. Au moment où il s'apprête à porter un autre coup pour mettre fin à la vie du protagoniste, quelqu'un apparaît derrière lui. Plusieurs sorts le frappent directement dans le dos. Le trio qui accompagne notre protagoniste avait attaqué Gunther par derrière. Clara commence à poser des questions sur les rebelles et dit que le corps des mages a du mal à gérer le miasme. Alors elle dit à notre héros de se battre de toutes ses forces pour vaincre le méchant. Son ennemi devient de plus en plus furieux et dit qu'il va tous les anéantir, laissant le mage de barrière Blake avec une expression que personne n'avait jamais vue auparavant. La barrière autour de la capitale commence à se dissiper en même temps que les barrières qui entouraient chaque citoyen de la ville royale. Il commence à concentrer toute sa magie en un seul point, la libérant dans une vague explosive. Le trio est stupéfait par la quantité de pouvoir magique qu'il possède. Tout le monde commence à prier pour qu'il gagne cette bataille. Pendant ce temps, le protagoniste est englouti dans un puissant flux d'énergie. Gunther dit que c'est inutile de faire le sérieux maintenant car il ne pourra pas le toucher. Le méchant lance un autre sort extrêmement puissant sur le mage de barrière, disant qu'il a déjà perdu et ne s'en est même pas encore rendu compte. Cependant, le protagoniste parvient à éviter le sort sans une seule égratignure, laissant le méchant sous le choc car il était sûr que l'attaque l'avait touché directement. Mais il s'en fiche et dit qu'il le fera autant de fois que nécessaire pour gagner le combat. Notre héros ne bronche même pas alors que plusieurs sphères magiques foncent sur lui. Même si le méchant dit qu'il est impossible de les bloquer car ce sont des sorts de haut niveau, Blake crée une barrière magique autour de son ennemi, l'emprisonnant à l'intérieur puis libérant une puissante décharge électrique. Le choc est si intense que Gunther s'effondre immédiatement au sol, totalement incapable de se relever. Le méchant Gunther n'arrive pas à croire à sa propre défaite. Puis Blake dit que les barrières existent pour protéger tout le monde. Son ennemi ne peut même pas dire un mot et est anéanti une bonne fois pour toutes. Le miasme commence à disparaître de la ville au moment où il est vaincu. Tous les membres de l'équipe du vieil homme commencent à célébrer et à acclamer son acte héroïque. Clara court pour faire un câlin au vieil homme, disant qu'elle est si heureuse. À ce moment,
le capitaine Lancelot apparaît, disant que Gunther avait un objet maudit qui générait le miasme. C'était un outil maudit qui avait été activé par son pouvoir magique. Notre protagoniste explique que quelqu'un était derrière tout ça, et dans le méchant. L'attaque de monstres dans le village et l'attaque de la capitale royale sont des événements anormaux, que le capitaine ne considère pas comme des coïncidences, mais plutôt comme des assauts orchestrés. Quoi qu'il en soit, il est heureux que la crise dans la capitale royale ait été évitée et remercie Blake. Les deux se serrent la main, et après ça, des semaines passent. Ensuite, le roi du continent le nomme mage de barrière officiel de la cour pour ses contributions lors de l'attaque de la capitale. Personne ne s'attendait à ce que le roi crée un nouveau titre juste pour lui, mais il l'accepte. Pendant ce temps, tous ceux qui aiment Blake applaudissent et sont ravis. Notre héros ne s'attendait pas à recevoir un poste officiel. Ensuite, il est emmené pour ses débuts en tant que mage de barrière. Il y a une foule immense de gens qui sont venus juste pour voir le héros qui a sauvé la capitale royale. Notre protagoniste salue la foule de gens dont il a sauvé la vie. Après la cérémonie, il s'assoit, épuisé, dans le hall du château. Il ne s'attendait pas à devenir un mage de la cour et remercie tous ses amis qui l'ont soutenu. Se sentant beaucoup plus confiant, il réalise que ces barrières n'ont jamais été inutiles. Mais il ne sait pas quoi faire maintenant, car les techniques de barrière ont toujours été considérées comme sans valeur. Il souhaite faire savoir au monde entier que les barrières sont incroyablement utiles pour protéger les gens. Son but est de former des mages de barrière et de leur enseigner ces techniques, afin que de plus en plus de gens à travers le monde puissent être protégés par des barrières. C'est l'histoire d'un mage de barrière de 30 ans qui a réussi à changer le monde. Cependant, une malédiction commence à apparaître sur Alice, et elle se met à appeler désespérément Blake à l'aide, un héros maudit.